Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. C'est la rentrée du Contrecast, un peu en retard. On est fin octobre au moment où on enregistre. C'est un peu la merde, je vous l'avoue. Mais on a des bonnes raisons parce que voilà, on a changé de voisinage, on a changé de quartier. Mais toujours très soudés avec le VHS et les autres podcasts avec qui on fait du copinage. Mais voilà, en tout cas, on est de retour avec tout le monde et c'est vraiment chouette. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire dans l'absolu. C'est l'intro la plus pourrie que vous ayez. C'est pas très grave, c'est la reprise. Mais on est très contente On est quand même de très se retrouver. Oui, exactement. Et ben, j'ai envie de dire, l'épisode, c'est 56 déjà. L'épisode 56, on n'a même plus des bonnes clôtures de saison, parce que j'avais lancé la saison 3 de façon un peu random, je ne sais plus quand, il y a 6 mois peut-être. Mais bon, on va dire que voilà, c'est juste la rentrée et c'est l'épisode 56. Alors, le Contrecast, c'est quoi ? Comme d'habitude, c'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On va commencer par le traditionnel tour de table parce que ça ne manquera pas. En commençant par le retour d'une de nos voix, Julie. Comment est-ce que tu vas ? Ah oui, c'est moi. Ça va. C'est vrai que j'avais disparu un peu de la circulation. Chaque année, au printemps, je disparais. Je vais par Mons et par Vaux. Mais je suis très contente de vous retrouver toutes. Et de quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode ? Je vais vous parler d'un documentaire intitulé Sisters with Transistors. On continue avec celle qui, maintenant, peut dorénavant vous aider à planifier vos prochaines vacances. Eva, comment est-ce que ça va ? Ça va très bien. Un peu fatiguée en ce moment, mais très, très heureuse d'être de retour. Ça faisait un moment. Je sais plus c'était quand mon dernier épisode. C'était Crisis Core sur. Ouais, oui, c'était sur Final Fantasy Crisis Core. Ouais, ça fait quelques mois quand même. Donc très très contente d'être de retour dans cette avec vous et autour de cette belle table, de cette nouvelle table, ce studio qui est très cool. Et de quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode ? Je vais vous parler de ma première fois au Japon. Donc j'y suis allée cet été et c'est un voyage extraordinaire. Donc ça va plus être des petites anecdotes sur les petites choses qui m'ont interpellée pour cette première fois au pays du soleil levant. Très cool. Voilà. Et on termine avec celle qui, je l'ai appris récemment, va en soirée au calme avec Skrillex. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même un peu la haine. Aïe, comment est-ce que ça va ? Écoute, ça va très bien. Je vis un peu 100 à l'heure, visiblement. Mais ça va, il faut que je me repose. Mais très contente de revenir chez le Contrecast. Et de quoi est-ce que tu nous parles du coup ? D'une super série qui est souvent comparée à The Office, qui s'appelle Abbott Elementary. Attends, mais tu l'avais fini, The Office ? On en reparlera, mais... Oh là là. Oh là là. Mais c'est parti pour le premier sujet, du coup. Quasiment 3 semaines à sillonner les rues, paysages, temples, entre frénésie et calme. Eva, est-ce que tu nous raconterais pas cette première fois au pays du soleil levant ? Du coup, oui, donc je reviens du Japon. J'ai été avec ma petite sœur qui a 14 ans. Voilà, on est parti le 28 août. On a voulu voyager un petit peu en décalé, à la rentrée, parce que c'est quand même le meilleur moment pour partir. Donc, du 28 août au 15 septembre, on a décidé d'y rester 20 jours. Et pour la première fois, je me suis dit, on va quand même pas se contenter de Tokyo. C'est un rêve depuis gamine, en plus, d'aller au Japon. Donc, j'ai décidé de faire un circuit assez classique, finalement, pour les personnes qui partent pour la première fois, c'est-à-dire de commencer par Tokyo, de descendre ensuite vers Kyoto, de passer par Kobe, visiter Kobe, donc Nara, le parc de Nara qui est très joli, l'incontournable Osaka, bien sûr, avec son parc d'attractions, son Universal. Et puis ensuite, on est descendu aussi vers Hiroshima, sur l'île de Miyajima, en fait, qui s'appelle Itsukushima, et de remonter ensuite à Tokyo pour les derniers jours.
Donc, pour pouvoir circuler en fait avec le Shinkansen gratuitement, on a décidé de prendre bien sûr le JR Pass, qui est un pass qui permet de circuler en illimité et qui est rentabilisé assez rapidement. Surtout vu le parcours qu'on a fait, c'était rentabilisé en peut-être un aller-retour, je dirais, de Tokyo, Kyoto, Osaka peut-être. Alors la première chose à savoir si on compte aller au Japon, c'est qu'il faut mettre énormément de sous de côté. Vraiment, je pense que mon compte épargne il a été cassé complètement. C'est quelque chose où, si on veut profiter, faut vraiment se dire que on a mis des sous de côté et que on va essayer de pas compter pour ce voyage-là parce que ça vaut quand même le coup. À savoir que les transports coûtent cher, c'est quelque chose qu'on a constaté vraiment tous les jours sur place. En métro, on paye à la distance, donc en entrant et en sortant du métro. C'est impossible de frauder, on a essayé quelques fois. C'est vraiment impossible parce que même les fois où on s'est dit on va prendre ce métro-là parce que ça nous fera venir plus rapidement, etc. En fait, si à l'aller, on n'a pas pris ce trajet-là, on n'a pas rentré par une borne pour ce trajet-là, au retour, il faut payer le surplus, en gros, qu'on a dépassé en essayant de prendre un train plus rapide. Enfin bon, tout est calculé. Tout est calculé, donc aucun moyen de fraude, c'est dit. Le système du métro, d'ailleurs, très très bien pensé. Tout est desservi, mais excellemment bien. Le seul point qu'on a trouvé vraiment fatigant, c'est la distance à parcourir entre chaque métro, parce que c'est gigantesque. C'est vraiment quelque chose qui, bizarrement, m'a manqué à Paris. C'est les métros où ils sont pas propres du tout ici. Ça n'a rien à voir avec les Japonais qui sont très civilisés, qui font la queue pour entrer dans le métro, qui sont super, qui laissent les métros très propres, etc. Mais en fait, les métros sont tellement grands, c'est juste épuisant des fois de juste trouver sa sortie. Voilà, donc juste quelque chose à prendre en compte aussi. D'ailleurs, quand on organise son programme, c'est aussi à prendre en compte la distance déjà pour sortir du métro. Alors, aussi, autre chose que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a plus de transport après minuit. Ça, c'est quelque chose qui m'avait un peu choquée. Je ne pensais pas qu'au Japon, après minuit à 1h du matin, en rentrant de boîte de nuit, on soit obligé de faire 40 minutes à pied, parce que les taxis sont très chers. Donc voilà, transition. Les taxis sont extrêmement chers. Je déconseille, à moins d'être vraiment en galère. Donc on a pris un taxi uniquement sur le retour. Du coup, pour retourner à l'aéroport, parce que là, on était vraiment chargés. On avait 4 grosses valises. Et en plus, on était à l'aéroport de Narita, qui est un aéroport qui est loin du centre de Tokyo. Donc, si vous pouvez privilégier l'aéroport d'Haneda, qui est beaucoup plus proche de Tokyo, parce que notre hôtel était à Ikebukuro, donc c'est un quartier à Tokyo. Pour faire Ikebukuro-Narita, ça nous a coûté 300 € en taxi. Voilà. Ah ouais. Ah oui. Ça pique. Alors qu'en plus, moi, je me suis dit, allez, on va aller à Narita parce qu'en plus, les billets d'avion coûtent moins cher. J'ai pris une escale. Finalement, avec le taxi, je crois que ça aurait été plus intéressant de de partir à Haneda, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le petit point transport. Ensuite, concernant les rues au Japon. Alors, ça va dépendre des villes et des quartiers, bien sûr, mais généralement, c'est très, très propre. D'ailleurs, un constat qu'on a fait très facilement, très rapidement, il n'y a pas de poubelle. Donc, il faut toujours prévoir un petit sac avec soi. En fait, on va trouver des poubelles, mais vraiment rarement, quoi. Il faut les chercher. Donc, nous, on avait toujours un petit sac qu'on prévoyait. On mettait notre poubelle là-bas et puis on les gardait jusqu'à trouver une poubelle. Ou alors, on peut rentrer dans les petits combini, dans les 7-Eleven, et là, on peut trouver des poubelles. Mais bon, voilà. Il ne faut pas avoir honte de rentrer pour juste jeter son truc et ressortir. Au début, je n'osais pas trop le faire. Et puis, à un moment, sur la fin du voyage, j'avoue que je le faisais un peu plus. Au niveau de la sécurité, parce que on était quand même 2 filles, ma petite sœur et moi, en général, nous, on a trouvé que c'était très sécure. On ne s'est jamais vraiment senti ni en danger en se baladant le soir dans les rues de Tokyo ou Kyoto, toutes les villes. On n'a jamais eu ce genre de problème-là. Juste rester un petit peu aux aguets au niveau du quartier de Shinjuku, parce qu'il y a pas mal de rabatteurs qui sont dans les rues en fait et qui essaient d'interpeller les étrangers surtout. Donc là, voilà, juste on trace notre route, on dit qu'on n'est pas intéressé, on trace notre route et puis tout se passe bien. Ensuite, la météo. Alors, la météo. Parlons-en. Je suis allée en été. En me disant, bon, allez, ça va être septembre, il va faire quand même frais, ça va. Pas du tout. Je ne le recommanderais à personne, mais personne, plus jamais, de partir en été. Il fait une chaleur monstrueuse. On était tous les jours au-dessus de 30 degrés.
il n'y avait pas tant que ça de soleil. Alors quand il y avait du soleil, c'était vraiment l'attaque de trop. Mais il y a une humidité qui est extrêmement forte, évidemment. Donc dès qu'on met un nez dehors, on transpire. Donc on avait obligatoire, de toute façon. Ma petite sœur, elle ne voulait pas le prendre au début, mais je lui ai dit, de toute façon, si tu ne le prends pas maintenant, on va l'acheter sur place. C'est les petits ventilos autour de cou. Parce que ça, en fait, c'est obligé. Sinon, on ne peut pas supporter. Ou un éventail, mais même l'éventail, ce n'est pas forcément suffisant. Heureusement, on a des distributeurs vraiment quasiment partout. Je crois avoir lu que c'était à peu près tous les 100 habitants. Donc à Tokyo, autant vous dire qu'il y en a vraiment partout. Peut-être un petit peu moins dans d'autres villes. Hiroshima, je me rappelle qu'on les voyait un petit peu moins. Mais voilà, des distributeurs, on achetait de l'eau. Je pense que ce qu'on a le plus dépensé, ça va être les transports et les bouteilles d'eau. Honnêtement, ça part très très vite. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est quand même plus intéressant de venir au printemps parce que bon, déjà il y a la période des cerisiers en fleurs, donc ça doit être très très joli, même si le Japon reste quand même magnifique, je pense, quelle que soit la saison. Et en automne, je pense aussi que les températures elles sont beaucoup plus agréables. En plus avec les décorations un peu orangées d'Halloween et tout, ça doit être quand même très très joli. Voilà, donc été, franchement, évitez, je pense. Alors, pour ce qui est de la communication avec les Japonais, il vaut mieux essayer d'avoir quelques bases parce que ça aide. Notamment, en fait, il y a des petits mots clés en fait, à connaître. Par exemple, sumimasen, forcément, pour interpeller quelqu'un dans la rue, parce que sinon, en fait, il ne nous regarde même pas, il ne s'arrête pas. D'ailleurs, c'était assez particulier parce qu'on avait vraiment deux types de personnes quand on allait interpeller les gens dans la rue. Il y avait ceux qui nous ignoraient complètement, qui regardaient par terre et qui étaient là, genre hop, on trace, on les a pas vus, on sait pas ce qu'elles veulent, on veut pas savoir. Et ceux qui, pour le coup, venaient vraiment essayer d'écouter, même s'ils n'étaient pas bons en anglais ou quoi, ils essayaient. Et souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, ils étaient même adorables. Quand on voulait demander notre route, c'était « Ah, venez, suivez-moi ». Ils faisaient des détours pour nous montrer le chemin, alors que c'était pas du tout dans leur trajet. Donc, des gens quand même très, très serviables. Alors, soit ils sont très serviables, soit ils ne calculent pas du tout. Donc ça, c'était assez marrant. Je pense que c'est aussi la barrière de la langue. À mon avis, ils doivent avoir vraiment peur de ne pas s'en sortir en anglais ou quoi. Et puis, ils se disent « On va même pas essayer ». Donc, voilà, il ne faut pas être susceptible parce qu'on s'est fait pas mal de fois ignorer aussi. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une certaine petite méfiance peut-être aussi vis-à-vis de certains étrangers, je sais pas. Donc, mais voilà, sinon ceux qui nous aidaient, ils étaient vraiment adorables. Les gens, alors en comparaison avec la Corée du Sud, parce que j'étais à Séoul l'année dernière, je trouvais les Japonais un petit peu moins chaleureux, mais c'est peut-être personnel. Je trouvais que les Coréens étaient un peu plus tchatcheurs. Les Japonais peut-être un peu plus réservés, un peu plus timides, plus pudiques. Ah oui, plus pudiques, vraiment plus pudiques et plus discrets. Parce que autant à Séoul, il y avait énormément de couples qui se tenaient les mains dans la rue, qui s'embrassaient à travers les masques d'ailleurs, c'était drôle. Autant au Japon, il n'y a pas du tout ça, quoi. C'est vraiment, tout le monde est très, très, très pudique, quoi. Les couples, on les repère pas facilement. Alors, question nourriture, parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce que tu as mangé au Japon ? Alors moi, je ne vais pas vous apporter beaucoup d'anecdotes là-dessus, parce que ceux qui me connaissent savent que je mange cachère. Donc là-dessus, j'étais extrêmement limitée, sachant que bon, il y a beaucoup de plats qui sont quand même cuisinés dans du porc, etc. Par contre, voilà, quand on allait dans les marchés de poissons, on prenait des sushis. Donc ça, on pouvait, c'était excellent. Et en termes de restauration, voilà, j'étais un peu dégoûtée, un peu beaucoup, parce qu'il y a quand même la street food, il y a quand même des trucs qui ont l'air trop cool, des spécialités, etc. Et on s'est vraiment limité, surtout pour ma petite sœur qui fait vraiment, vraiment plus attention que moi. Donc là, j'ai essayé de vraiment faire attention aussi pour elle. Et il y avait un restaurant cachère à Tokyo, c'était très étonnant, parce qu'il y a quand même une communauté, en fait, une toute petite communauté, mais il y en a une. Et il était près de la Tokyo Tower. Voilà, on n'y a pu aller que 2 fois sur les 20 jours, parce que déjà, en fait, on avait tellement de choses à faire. Et puis Tokyo, c'est gigantesque, donc pour repasser 2 fois dans le même quartier, il faut vraiment... voilà. Voilà, moi, j'avais beaucoup de choses de prévues. Donc voilà, mais un très, très bon restaurant. J'ai testé aussi une chaîne de ramen vegan parce qu'à un moment on n'en pouvait plus de nos boîtes de conserve ramenées dans la valise parce qu'on avait tout ramené de Paris en fait. Donc à un moment avec ma petite sœur on a un peu craqué. Il y a une chaîne qui s'appelle TS Tantan qui c'est vraiment excellent. C'est vraiment spécialité vegan. Donc des ramen vraiment très très bons au sésame, donc très pimenté, très relevé, tout ce que j'aime. Petite chose plutôt sympa pour moi, petit achievement. J'arrive un peu mieux à tenir des baguettes qu'avant. Parce que je ne sais pas tenir des baguettes. Shame on me. Mais voilà, un petit peu mieux maintenant. Alors, sur les logements, tout est à prévoir à l'avance. Les hôtels, ils sont assez chers. Il faut compter à peu près 100 € la nuit pour un 16 mètres carrés à Tokyo.
Ce même prix, on peut avoir un 40 mètres carrés à Hiroshima. Honnêtement, on a une super belle chambre à Hiroshima avec 2 lits doubles gigantesques, alors que vraiment Tokyo, c'est des toutes petites chambres, faut pas s'attendre à des grands trucs. Après, voilà, on va pas à l'hôtel pour rester dans la chambre, enfin, on va pas à Tokyo déjà pour rester dans la chambre, clairement, mais voilà, il faut s'attendre à ce que les prix soient assez élevés. On a enchaîné plusieurs hôtels parce qu'on changeait de ville régulièrement, du coup. Et on n'a pas testé des capsules hôtels, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit est-ce que tu as testé voilà, ma sœur, elle avait 14 ans. Elle a 14 ans, je voulais pas trop, je sais pas, le système il me paraissait un peu bancal, mais après, ce qui paraît, c'est quand même une expérience assez ouf. Mais on a testé un ryokan, donc les maisons traditionnelles. Ça, c'était vraiment très très sympa. Il y avait un super beau jardin japonais, il y avait un onsen du coup à privatiser. La seule déception à ce niveau-là, c'était qu'en fait, on n'avait pas été prévenu, mais on a eu des charges, du coup, des taxes quand on est arrivé. Et les taxes étaient au même prix que la chambre. Donc en fait, la chambre pour les 2 nuits, c'était 250 €. Ah oui. On a eu des taxes de 250 €. Donc en fait, ça nous a coûté 500 € les 2 nuits. Autant vous dire que voilà, quand on s'y attend pas, c'est un peu, ça fait un peu mal. Voilà. On a quelque chose qui m'a changé la vie vraiment au Japon, c'est le service Takubin. Donc c'est un service en fait qui permet de transférer ses valises d'un hôtel à l'autre. Ça je connaissais pas et ça nous a vraiment vraiment sauvés parce que vu que nous on changeait beaucoup d'hôtels en fonction de la ville où on allait et qu'on était assez chargés, on avait quand même 2 grandes valises de 23 kilos et 2 valises de 12 kilos chacune. Le fait de pouvoir les déposer à l'accueil la veille et puis de les retrouver le lendemain quand on arrive à l'autre hôtel dans une autre ville, c'est assez dingue de les retrouver dans notre chambre. Donc on prenait l'essentiel pour le lendemain dans nos petits sacs à dos et puis on pouvait prendre la route comme ça, c'était trop bien. Et c'était pas excessivement cher. Je sais que pour nos 2 valises, j'en avais pour 30 €. Alors ça chiffre vite quand on change d'hôtel souvent. Mais finalement, je me suis dit, bon là le plus important c'est le confort et de pouvoir vraiment visiter tranquillement. Alors oui, j'ai parlé des onsen parce que c'est quand même, voilà, on est obligé de faire l'expérience quand on va au Japon. Donc moi, je l'ai faite à Osaka. Donc les onsen, voilà, donc les bains thermaux, ouais. Donc faut pas être pudique pour ça parce que clairement, on est tous, bon, voilà, c'est séparé hommes-femmes, mais voilà, on est tous nus, clairement. Donc en fait, voilà, on a des douches obligatoires avant et après. Et on arrive devant les sources. Et puis, bon, après, on a nos serviettes et on les enlève au dernier moment. Mais voilà, ma petite sœur, je sais qu'elle ne voulait pas faire, par exemple. Donc, elle m'a laissée toute seule. Mais moi, j'ai trouvé ça assez drôle comme expérience, le fait que tout le monde s'en fiche un petit peu, finalement. Voilà, tout le monde vient juste pour se relaxer. Et puis, voilà, il n'y a pas de raison pour eux de se regarder ou de se... Voilà, c'est juste drôle à faire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment reposant parce que j'adore tout ce qui est source, j'adore l'eau. Voilà. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, mais voilà. Je trouvais ça ouf. Par contre, il y avait une source, alors une dame de peut-être 70 ans qui était dans une eau à 43 degrés. Je ne sais pas, ils ont une habitude, le corps, il a une fonction de s'habituer à des trucs qui paraissent fous, mais on se rend compte des différences culturelles, quoi. C'est comme quand je voyais des personnes, des petits vieux en train de faire de la randonnée et tout. Moi, je me disais, mais j'espère qu'à 80 ans, je pourrais faire comme ça de la montée avec mon petit sac à dos. Voilà, donc en tout cas, onsen, moi j'avais trouvé ça vraiment vraiment cool. On en a fait un du coup, voilà, avec un grand jardin japonais qui était vraiment magnifique à Osaka, et je les ai aussi testés dans un hôtel à Kyoto, et puis après dans le ryokan aussi, j'ai privatisé avec ma petite sœur vraiment pour qu'elle puisse essayer aussi, juste pour toutes les deux. Donc ça c'était vraiment cool à faire. Alors pour parler un petit peu plus des villes, des différences entre toutes les villes qu'on a pu faire. Donc, Tokyo, pour moi, c'est vraiment l'effervescence. Il y a énormément d'activités, c'est la ville du divertissement. Il y a des choses à faire partout. On ne sait plus où donner de la tête. Même si on se dit, allez, on va visiter ce quartier-là, en fait, dans ce quartier, chaque petite allée regorge de boutiques, de cafés, de salles de jeux, de salles d'arcade, les pachinko, là, il y a trop de trucs. Les gachapon, j'ai passé beaucoup de temps à mettre des sous parce que c'est pas cher en fait, c'est 100 yens et puis tu récupères des petites boules et tout. Et mais vraiment, en fait, c'est pour ça que je disais vraiment l'argent il part très très vite. En parlant de ça, il faut toujours prévoir des espèces parce que en fait là-bas, il y a beaucoup de magasins mine de rien qui prennent pas la carte, des restaurants qui prennent pas la carte et surtout pour toutes ces petites machines là, forcément ça prend pas la carte non plus. Donc voilà, Tokyo, il y a aussi des zoos, il y a des quartiers qui sont vraiment incroyables. Le quartier de Shibuya, le quartier de la mode, j'ai trouvé ça fou. Shinjuku, bien sûr, magnifique. Le quartier d'Ikebukuro aussi, là où je me suis ruinée en gachapon. Asakusa, donc un quartier un peu plus traditionnel, mais très très joli, un peu touristique aussi quand même. Quartier d'Ueno, Akihabara, le fameux. Vraiment plein de choses à voir.
Kyoto, j'ai trouvé ça super mignon aussi. C'est vraiment traditionnel, donc de très jolis villages. Et ah oui, il y avait des très jolis villages autour des quartiers des geishas à Gion. Je ne sais pas si on dit Gion ou Gion, je crois que c'est Gion. Ouais, Gion. Voilà, donc on a des temples, on a des sanctuaires magnifiques, on a le temple d'or, le Kinkakuji, vraiment très très beau, le Kuyomizu-dera, là où on a essayé un yukata et on a pris des photos là-bas, donc c'était vraiment très beau. Par contre, plein de monde, donc merci Google Pixel pour la gomme magique qui retire les gens en arrière-plan. Ça a sauvé mes photos Instagram. Nara, on a un grand parc, le grand parc avec les daims, le fameux. Ça, c'est vraiment drôle aussi parce que sur Instagram, on a l'impression que c'est trop cool, les daims, ils sont adorables et tout. Pas du tout, en fait, ils te courent après. Une fois que tu leur as donné un seul petit biscuit, ils te lâchent plus, ils te courent après, il faut pas avoir peur. Ils te mordent un peu les vêtements et tout, ils ont pas peur du tout. Mais après, ils sont mignons, quoi. Ils sont très, très sociables. Kobe. Alors Kobe, c'était une petite surprise pour moi. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas pu goûter le bœuf de Kobe, quelle tragédie, parce que je mange cachère. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Mais voilà, on a une très belle randonnée à faire. On a des cascades qui c'était juste magnifiques. Alors ce cadre-là, je pense que c'est là où je me suis rendu compte que waouh, je suis au Japon. En fait, mine de rien, alors que pourtant j'avais fait Tokyo, Kyoto avant, j'avais fait Nara, mais en fait Kobe, il y a un moment, on a fait toute une montée. On est arrivé devant un espèce de petit restaurant, mais ouvert complètement, avec une vue sur les cascades. Et toutes les personnes qui arrivaient en haut de la randonnée s'arrêtaient là juste pour prendre un petit thé et tout. Et j'ai trouvé ça juste dingue ce moment-là. C'était un peu un moment hors du temps, c'était fou. Vraiment trop trop beau. On a aussi un très joli port très très moderne à Kobe qui change complètement c'est un énorme contraste avec ce qu'on voit plus tôt. Et c'est une petite ville, donc c'est facilement accessible à pied, tout est accessible. On a un petit Chinatown aussi qui est très joli là-bas, vraiment très 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 joli. Et puis ensuite, on a la fameuse, une de mes villes coup de cœur qui est Osaka, bien sûr. Alors, Osaka, on a passé une bonne journée à Universal. On a visité les quartiers qui sont super cool, le Shinsekai. J'ai eu un bon coup de cœur pour Dotonbori, que je crois comme beaucoup de gens, quartier de la nuit, très très cool aussi. Beaucoup de monde, mais vraiment hyper sympa. On a fait le château d'Osaka, on a même fait un karaoké où on chantait à dos de dinosaures. Ça, c'était très drôle. En fait, pour vous dire en fait, à quel point ça va loin dans le délire. J'ai chanté sur un T-Rex, c'est énorme. Ensuite, on a été à Hiroshima. Alors, cette journée-là, c'était un peu particulier parce qu'on a eu droit à un typhon. Forcément, il fallait que ça arrive. Donc, c'était le jour où on était à Hiroshima, des pluies à n'en plus finir, un vent, tu t'envoles vraiment. Donc, heureusement, on s'est planqué à ce moment-là dans le mémorial. Mais du coup, il y avait beaucoup de monde parce que tout le monde, je pense, a eu la même idée. Le mémorial qui est d'ailleurs extrêmement choquant. Des photos, il n'y a aucune limite sur les photos. C'est-à-dire qu'ils montraient vraiment tout. C'est très poignant. Je pense qu'il y a eu c'est un vrai silence de mort, même pour les enfants qui passaient en visite, qui sont normalement très agités. C'est des enfants. Là, c'était vraiment calme. Je pense que tout le monde était assez ému, pas évidemment par ce qu'on voyait. On a été voir le dôme de Genbaku, donc le dôme qui n'a pas été détruit par la bombe. Le château d'Hiroshima. Et puis ensuite, vu qu'on avait des pluies monstrueuses, on s'est dit qu'on allait se reposer dans la chambre, puis on était mort de fatigue aussi. Donc ça nous a fait du bien. On a passé une bonne soirée dans la chambre de 40 mètres carrés, là, qui était vraiment très très cool. Et puis le lendemain, on a pris un petit ferry, donc toujours gratuit avec le JR Pass, donc ça c'est vraiment sympa, qui nous a amenés sur l'île de Miyajima, qui est une île très très belle. Alors le lendemain de typhon, je sais pas, mais c'est juste magnifique. En fait, on a un temps incroyable, il fait super beau, un soleil de fou. On a pu voir le Tori, donc c'est l'espèce de petit monument, je ne sais pas si vous voyez, enfin le petit... c'est sur l'eau, c'est très joli. Sur les cartes postales du Japon, en général, il y a ça. Et on a pu voir la montée des eaux, parce qu'en fait, à certains moments, le Tori ne devient plus visible avec la montée des eaux. Et nous, on a pu assister à ça. On était devant le Tori, et puis on a vu d'un coup que l'eau commençait à monter, et puis on a dû commencer à reculer et tout. C'était assez impressionnant. Et puis là-bas, on a aussi fait une petite randonnée. On est monté en haut du mont Mycène, très très beau. Ma petite sœur m'a un peu détestée, avec toute la marche que je lui ai imposée. Elle s'attendait pas à ça. Elle aime juste les animés, les mangas. Et puis elle était contente de me suivre au Japon. Et je l'ai embarquée dans un truc. Elle était très contente, mais ça veut dire que vraiment avec la chaleur, je trouve qu'elle a été très courageuse aussi, parce qu'à 14 ans, suivre sans broncher, surtout qu'en plus elle était frustrée pour la nourriture, donc elle avait faim et tout. Bon, je lui faisais quand même un café tous les jours. On allait prendre des chocolats chauds tous les jours ou un Starbucks. Donc il y aurait trop de choses à raconter sur le Japon, mais je vais juste faire un petit focus à la fin sur deux petites choses. Les cafés des animaux et les parcs d'attractions.
Alors, café des animaux, parlons-en. Café des animaux exotiques, il faut stopper. Il faut arrêter ça. Alors, il y en a partout, vraiment partout. Les Japonais, quand ils sont là-bas, alors moi, j'avoue, je l'ai fait pour l'expérience sociale. Non, mais voilà, j'en ai fait un. J'ai vu un peu, les Japonais trouvent ça hyper mignon, trouvent ça tout à fait normal d'avoir comment on appelle, un fennec dans un café des animaux, de demander à caresser le fennec et puis ensuite d'enchaîner avec je sais plus, il y a eu plein d'années. En fait, on a une carte, ils nous amènent une carte, comme si tu choisissais un dessert, mais tu choisis ton animal et puis après, tu restes 10 minutes avec et puis ensuite, ils t'en ramènent un autre. Et il y avait plein de couples en fait qui étaient là et ils disaient c'était trop kawaii. Et moi, je trouvais ça assez un peu malaisant, surtout que les animaux étaient terrifiés. La plupart tremblaient de fou quand on les attrapait. Ils tremblaient, ils voulaient juste partir. Donc moi, ça m'a un peu mis mal à l'aise. Mais je sais que c'est un vrai commerce. Là-bas, c'est vraiment... c'est ancré, quoi. Donc je trouve ça un peu... pas terrible, mais bon. Par contre, un café des animaux que j'ai beaucoup fait, c'est le café des chiens, évidemment, dont on manque cruellement à Paris. Donc, j'ai fait peut-être 2-3 cafés des chiens. Et il y avait un café, c'était le café des Samoyèdes. Alors là, il venait d'ouvrir. Je suis arrivée le jour de l'inauguration. Donc, c'est un ami, gros chocobo Nicolas, qui m'avait donné l'adresse. Il m'a dit café des Samoyèdes. Petite dédicace à lui. Et du coup, j'ai foncé et c'était juste trop bien. C'était trop bien. Pour le coup, le café, c'était nickel. Tout était propre. Ils nous donnaient des petites friandises. On pouvait leur donner des ordres en japonais, leur dire assis, puis leur donner les friandises derrière. C'était trop cool. J'ai trouvé ça trop bien. Et le deuxième focus, donc, c'est les parcs d'attractions. On en a fait 2. On en a même fait 3 d'ailleurs. On a fait le Tokyo Dome, ça je viens d'y penser. Tokyo Dome, mais ça c'était plus un petit parc d'attractions dans la nuit. On a fait un espèce de grand splash, très sympathique. Mais sinon, je voulais faire un focus sur Universal et Disney Sea. Donc Universal à Osaka, ça demandait quand même une organisation. C'était pas forcément clair pour moi parce qu'en fait on a le Nintendo World et puis sur le site ils disent que le Nintendo World, il y a pas si on n'arrive pas à temps, on ne va pas forcément y rentrer et tout. En gros, c'est juste que quand on arrive dans le parc, la première chose à faire, c'est d'aller faire la queue pour récupérer un ticket pour entrer au Nintendo World parce que c'est limité à la journée. Et sans ce ticket-là, avec son créneau horaire noté dessus, on peut peut-être pas y aller si on y va trop tard. Donc voilà, nous on l'a pris dès qu'on est arrivé. Heureusement, j'avais des fast-pass pour le parc Universal. Parce que honnêtement, faire 90 minutes de queue, des fois ça pique. Et puis la plupart des attractions, des bonnes attractions, c'était ça. Donc vraiment, ça a été rentabilisé grâce au fast-pass. Vraiment, en 2 minutes, on y était. Donc c'était vraiment cool. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils adorent dans les parcs d'attractions la 4DX. En fait, la plupart des attractions, autant nous, on peut avoir vraiment des attractions un peu immersives dans les décors, autant j'ai fait, je crois, 3 ou 4 attractions où c'était de la 4DX avec des mous. Nous, on est dans un espèce de chaise qui bouge en fonction de là où on est, dans le circuit où on est. Mais il faut pas... Enfin, pour les personnes comme moi qui ont la cinétose, en fait, c'est... En gros, je sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est un peu de nausée quand on joue à des jeux trop immersifs. Donc, ce qui est un comble pour une fan de jeux vidéo. mais voilà, tout ce qui va être FPS, par exemple, je peux pas. Tout ce qui va être les jeux en VR, j'ai un peu de mal au bout de 5-10 minutes. Ça m'a vraiment donné des nausées au bout de 2 attractions parce qu'en fait ils adorent ça et puis il y a le mouvement en plus avec. Donc l'attraction Harry Potter c'était en 4DX, l'attraction Spider-Man en 4DX, l'attraction One Piece en 4DX, l'attraction Jujutsu Kaisen en 4DX. À la fin, moi je les ai fait quand même, mais à la fin ça donne plutôt mal à la tête. Et puis Disney Sea. Donc on avait hésité entre Disneyland et Disney Sea. On s'est dit Disney Sea c'est quand même un parc unique au Japon, alors que Disneyland il y a quand même pas mal d'attractions qui sont similaires à celles qu'on a à Paris. Donc c'est un parc à thème pour le coup, faut pas s'attendre à des sensations fortes du tout. Il y en a aucune d'attraction à sensations fortes. C'est très joli, tout est très joli, mais c'est vraiment une journée balade. Et d'un autre côté c'est pas plus mal parce que ça nous a fait du bien aussi avec le rythme qu'on s'était imposé sur ces vacances-là. Ça nous a fait du bien d'avoir vraiment une journée où on se balade juste dans le parc, on fait des petites attractions, on prend notre temps. C'était vraiment très, très joli. Donc, à faire le Disney Sea quand même. Je termine avec le Mont Fuji. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on avait évidemment prévu dans notre programme. Moi, j'avais bloqué une date avec un groupe, avec un car. Je m'étais dit, allez, on va se laisser pour une fois emporter avec un petit groupe, ça peut être sympa. Donc, c'était vraiment une petite tournée un peu classique du lac Kawaguchi, Oshino Village, et puis Gotemba, un peu moi ce que j'appelle la vallée village du Japon, là où on peut faire du shopping, des marques un peu de luxe.
Et nous, on avait vraiment un somme épouvantable parce qu'on ne voyait pas le mont Fuji. Donc, les endroits où on a été, le guide nous disait alors là, c'est le spot photo où normalement le mont Fuji il est là, normalement. Et les 2-3 spots, on ne le voyait pas. Donc, grosse frustration. On voit un brouillard de fou. On se dit mince. En plus, vraiment, c'est une journée quoi, au Japon. Si on avait su, on aurait peut-être prévu autre chose sur la journée, surtout qu'il y avait plein de choses que je voulais faire encore. Et on a finalement réussi à le voir, mais dans le car, sur le chemin du retour, pendant littéralement 5 secondes. Et à ce moment-là, le chauffeur a ralenti, et puis tout le monde a dégainé son portable. Ouais, regardez, on le voit. Et puis voilà, donc j'ai eu ma petite story Insta, mais sinon, mais c'était quand même assez impressionnant. Finalement, je me demande si c'est pas plus impressionnant quand il est rare et que du coup on le voit, que quand il est juste tout bonnement visible. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai trouvé ça fou. Ma petite sœur aussi, elle avait trouvé ça trop cool. Donc voilà. Le Japon, un voyage fou. On était épuisés. Sur l'application WeWard, qui calcule les pas, on en était à plus de 20 000 pas par jour. Donc vraiment des courbatures, très, très fatigués. On dormait le soir en posant la tête sur l'oreiller, c'était fini, on était déjà endormis. Après, on a l'excitation, franchement, qui prend le dessus sur la fatigue à ce moment-là, parce que c'est quand même un voyage où, autant moi, je rêvais ça depuis 10 ans. Même avant, depuis 20 ans, depuis que j'ai commencé à lire des mangas. Autant ma petite sœur, elle s'y est mise il y a 2-3 ans et tout, mais elle était quand même super contente. Mais voilà, excitation totale. Comme j'ai dit, toujours prévoir du cash. Moi, j'étais un peu dégoûtée parce que le dernier soir, au Shibuya Sky, donc c'est un très très beau... on monte au dernier étage d'un bâtiment et puis on a une super belle vue sur Tokyo. J'ai pas pu récupérer ma photo au Shibuya Sky parce que en fait, j'avais plus assez de monnaie et la carte ne passait pas. Donc j'étais dégoûtée, il n'y avait même pas de banque à côté. Fallait sortir complètement du bâtiment, revenir, c'était trop compliqué. Et voilà, donc prévoir du cash toujours, prévoir des chaussures faciles à retirer parce qu'on a souvent besoin de les retirer, mine de rien, on demande souvent de les enlever. Si vous avez envie de conduire, prenez votre passeport international, mais faites attention parce qu'ils conduisent à gauche. Donc ça, c'est vraiment... Moi, juste pour cette raison, j'ai pas voulu conduire. Et sinon, vous pouvez louer des vélos si vous savez faire du vélo, parce que moi, je ne sais pas faire du vélo. Oui, je sais, c'est rare. Et quand j'ai essayé d'apprendre à en faire avant de partir au Japon, je me suis fait une épicondylite. C'est comme une tendinite, mais surtout l'avant-bras. Donc c'est ridicule. C'est ridicule. En apprenant à faire du vélo, je suis arrivée avec mon attel au bureau. Qu'est-ce que tu t'es fait ? J'ai voulu apprendre à faire du vélo. Voilà. Mais voilà, sinon, je pense que c'est très intéressant de louer des vélos au Japon, notamment à Kyoto, où on ne va pas forcément avoir des métros. Enfin, moi, je sais qu'on en avait un à 14 minutes de notre hôtel, à pied. Et puis, il y avait pas mal de choses qui doivent être très jolies à faire juste en se baladant en vélo, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de monter en haut de la Tokyo Tower ou de la Tokyo Skytree. Moi, je ne recommande pas particulièrement parce qu'en fait, on a le siège du gouvernement métropolitain qui est gratuit, où on peut monter sur un rooftop qui est à 360 degrés sur tout Tokyo. Et de ce rooftop-là, on peut voir la Tokyo Tower et la Tokyo Skytree. Donc ça, je trouvais ça cool. Voilà, donc c'est juste un petit tips. C'est plus intéressant, je pense. Ensuite, voilà, pour ce qui est des Japonais, ils apprécieront toujours votre politesse. Donc, faites la courbette avant quand vous leur parlez, remerciez-les. Ils s'extasient aussi au moindre mot qui est bien prononcé dans leur langue. Ça, c'est assez ouf. Et par contre, oui, l'accent compte beaucoup. Une petite anecdote, en fait, nous, on avait notre hôtel qui était au Sunshine City à Ikebukuro. Donc, c'est un centre commercial qui est quand même très, très connu. Et à un moment, on demandait la route. On n'était pas loin. On savait qu'on n'était pas loin, mais on ne savait pas où exactement il fallait tourner. On demande à une dame Sunshine City Doko. Donc, où est Sunshine City ? Elle ne comprenait pas. Et en fait, c'est parce qu'il fallait dire Shichi et pas City. Et en fait, ils disent Shichi, là, ah oui, là-bas. Et donc, en fait, c'est vraiment très, très important, des fois, de juste essayer de respecter un petit peu les codes de la langue. Et voilà, donc un voyage fou. J'ai fait énormément de choses. Et d'ailleurs, si vous avez envie... C'est le petit moment pub, j'ai droit. Si vous avez envie de partir en voyage, que ce soit au Japon ou ailleurs, j'ai lancé aussi de mon côté une petite page pro qui s'appelle Eva Aventure sur Instagram et où j'organise en fait vos voyages. Donc vous me dites vos envies. Est-ce que vous êtes plus sur un rythme lent, plus un rythme switch, autant de visites que de moments de repos, ou si vous voulez un rythme intense, où vous voulez aller, combien de temps, etc. Et puis moi, je vous prépare un petit programme sur mesure avec des visites sympas. Et dans l'idée, c'est de ne pas repasser 2 fois dans le même quartier en ayant loupé quelque chose, quoi. Donc, de toujours faire en sorte de suivre un peu la carte et voilà, et de rentabiliser votre temps pour vous faire visiter un max d'endroits. Cool. Voilà. C'était le petit moment pub un petit peu long, désolé. Non, pas de souci. C'était un peu ce qu'on avait mis en intro. Ouais. Côté budget. Ah, oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Bah ouais, c'est très très cher. En fait,
Déjà, les hôtels, tous les hôtels, ça m'a coûté bien 1 700 € pour les 20 nuits. Même pas 20 nuits finalement, parce que sans compter l'aller et le retour où j'ai eu une escale quand même de 6 heures à Taïwan, donc en fait il y a une journée quasiment qui saute là-dedans. Donc ouais, 1500 €. Sur place, je crois qu'il y a bien 5000 balles qui sont parties dans les dépenses. Ouais. Parce que en fait, déjà, je dépensais aussi pour ma petite sœur. J'achetais tout à ma petite sœur, toutes les visites, toutes les c'est sorties. ça. En fait, c'est un budget qui est quand même en comptant ta petite sœur. En comptant ma sœur et en me faisant plaisir. Après, voilà, moi, comme j'ai dit, j'avais aussi, il y avait les transports et puis il y avait le service Tacubine que je prenais tout le temps. Avec ça, j'ai pas compté la nourriture parce que du coup, j'avais ramené avec moi, à part voilà les 2 fois où on est parti au resto vegan. Mais oui, c'est un budget. Vraiment, c'est un voyage qui demande un vrai budget. Après, c'est un voyage qu'on fait. J'ai pas envie de dire qu'une fois dans une vie, on peut le faire plein de fois dans une vie, mais la première fois, je pense que c'est un peu normal aussi de se laisser complètement emporter par le truc. Ouais. Voilà. Et en termes de fréquentation, parce que ça c'est aussi une petite question que je me suis posée, vu que les frontières ont été réouvertes quand même plutôt récemment. Est-ce que tous les spots Instagrammables sont un peu en mode en fait il y a 100 personnes qui font la queue derrière ta photo pour juste honnêtement, je sais pas si c'est parce qu'on est parti en septembre, mais nous on n'a pas eu tant que ça d'étrangers. Vraiment, c'était assez rare quand on entendait des Français ou même des Américains et tout, on dit ah bah tiens regarde. Mais étonnamment sur les spots justement un petit peu Instagrammables comme le Shibuya Sky, le Team Labs, etc. C'était beaucoup de Japonais. Beaucoup de Japonais qui venaient. Donc, après, il y avait aussi pas mal de Coréens. Ça, c'était assez... Bon, forcément, ils sont pas très loin. Mais pas excessivement... par exemple, j'avais vu sur Instagram que de faire la queue juste pour aller prendre une photo devant le Torii sur l'eau, ça mettait 2 heures. Ça m'avait stressée. Et quand je suis arrivée, il y avait personne, en fait. Donc, je pense que ça dépend aussi des jours auxquels on vient. Saison, les jours, la saison. Nous, on a eu de la chance parce que franchement, à part Dotonbori, où on a été un dimanche, là, c'était vraiment fréquenté. Parcs d'attractions sont toujours fréquentés aussi, mais sinon, je trouve que c'était vraiment correct. Je me suis pas sentie, il y a trop d'étrangers, il y a trop de gens, j'ai pas senti ça. Ouais, ok. Voilà. Julie ? Eh bien, envie d'y retourner immédiatement. Parce que tu l'avais déjà fait et plus ou moins avec le même circuit. Je l'ai fait 2 fois, je crois 2016 et 2018. La première fois avec... un circuit peut-être équivalent. Non, j'étais moins allée dans le sud. Je n'avais pas fait Hiroshima la première fois. Mais j'étais vraiment concentrée sur Tokyo, Kyoto, Osaka. Et vraiment, j'y suis allée en mode maxi valise, maxi dépenses. La deuxième fois, j'y suis allée plus en itinérance, sans savoir trop où on allait, et avec un plus petit budget. Et en fait, on prenait plutôt des auberges de jeunesse un peu au fur et à mesure. Et c'était finalement pas si compliqué, donc c'était pas mal. Et on l'a fait de manière, dépenses limitées. On est quasiment revenu avec rien dans la valise, enfin l'opposé de la première fois. C'était marrant aussi de le faire dans ce sens-là. Et donc c'était printemps la première fois. On a vu quand même un peu les cerisiers, même si c'était le début du printemps. Et la deuxième fois, moi je voulais voir l'automne, Momiji. Et on était un petit peu tôt sur la saison, donc on a eu les derniers typhons, donc il n'a vraiment plu pendant 15 jours. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était super. Et j'ai fait un peu plus le sud, avec notamment Naoshima, une île avec plein d'installations artistiques et architecturales. Ça, c'était mon coup de cœur découverte de la deuxième fois. Ok, à faire. Ouais, et trop envie d'y retourner. Ellie, est-ce que c'est un voyage que tu as déjà fait ? Ouais, j'ai fait de 2 façons différentes. La première, c'était parce que j'avais fait 1 mois Corée toute seule et j'avais fait 1 semaine à Tokyo, mais en mode couchsurfing. Et alors, c'était ma question aussi que je voulais te poser, Eva, c'est est-ce que tu t'es fait des potes là-bas ? Et deuxième question, c'était comment tu as fait pour ton téléphone ? Parce que je crois que c'est pas le même réseau. C'est pas le même réseau. Alors, alors pour la question sur les potes, pas particulièrement de potes japonais. En fait, par exemple, tout à l'heure, je parlais des boîtes de nuit parce que j'avoue, ma petite sœur est mineure, mais elle tenait absolument à faire une boîte de nuit japonaise un samedi soir.
Donc on a un peu magouillé, on a pris la carte d'identité de mon autre sœur qui est majeure, qui a les mêmes têtes. Donc c'était un plan qui était de toute façon. Voilà. Non, mais voilà. Puis puis c'était une boîte de nuit qui était quand même assez connue. C'est le Kitsune à Kyoto. En général, ça parle aux gens. Donc on m'avait donné de bons échos. On m'avait dit t'inquiète, ça se passe bien, etc. Il y avait des gens très cool là-bas, mais pas des gens avec qui on a gardé contact, plus des gens avec qui on a raconté ce qu'on faisait là, etc. Ensuite, la deuxième semaine, on est retourné mais à Roppongi dans une autre boîte de nuit. Et là, par contre, c'était beaucoup plus malaisant parce que c'était plus club. Il y avait des mecs, beaucoup de Japonais qui essayaient de parler à ma petite sœur. Elle est très grande de taille, elle fait ma taille en fait. Elle a 14 ans, mais elle est gigantesque. Et du coup, et même de visage, elle fait pas son âge. Moi, ça m'a tout de suite mis mal à l'aise. Je me suis dit, on va partir en fait, parce que j'ai pas du tout envie qu'ils t'abordent ou qu'ils viennent te toucher ou danser avec toi. Donc oui, je m'épargne un peu. Je m'éparpille un peu, pardon. Mais sinon, un endroit où je me suis fait des amis, c'était en fait comme du coup, nous on mange cachère, mais on fait aussi Shabbat avec ma sœur. Et on a réussi à trouver justement des centres communautaires qui nous avaient invités pour les repas de Shabbat. Et c'est des centres qui invitent tous les juifs ou leurs amis qui sont là pour les repas de vendredi soir et de samedi midi. Et là, on a fait la connaissance de plein de personnes, des Américains, on avait des Israéliens, on avait des Français, on avait plein de gens qui venaient d'un peu partout et qui étaient soit de passage au Japon et qui racontaient en fait qu'est-ce qu'ils faisaient là, c'était quoi leur projet professionnel, leur projet personnel, ou alors des gens même qui s'étaient installés ici. Et du coup, c'était plus des questions, voilà, on s'est plus fait des connaissances, comment tu fais pour pas allier en même temps ta religion dans un endroit où c'est pas du tout, la communauté n'est pas du tout là, et dans un pays comme le Japon qui est dingue. Et puis j'ai fait la connaissance d'une famille française qui s'était installée là depuis 3 ans, des gens adorables, on s'est suivis sur Instagram, donc vraiment on s'est fait quelques amis mais pas des Japonais. Okay. C'était la question. Voilà, parce que en fait je trouve qu'ils étaient pas très j'ai pas eu le sentiment qu'ils étaient très amicaux en fait. Autant en Corée l'année dernière, j'avais réussi à récupérer des Instagram, on avait discuté avec des gens, même des personnes qui m'avaient dit si tu reviens en Corée, on reste en contact. Et puis là, j'ai eu un peu plus de mal avec la communication. Vraiment, je communiquais avec eux pour demander une route, pour demander des conseils, etc. Et la deuxième question, c'est la carte SIM, c'est ça? Oui, le téléphone. Le téléphone. Alors ça, c'était une grosse galère parce qu'en fait, j'ai un Pixel et ma sœur, elle a un iPhone. Moi, je m'étais dit, j'avais tout pris avec Japan Experience. Japan Experience, c'est eux j'avais acheté avec eux le JR Pass, j'avais acheté les cartes Suica, c'est les cartes de métro, et j'avais acheté une carte SIM pour 2 en me disant, c'était une carte SIM avec Internet illimité. Je me suis dit, on va la mettre dans un des portables et puis on fait un partage de connexion parce que de toute façon, c'est ma petite sœur, je la lâche pas des yeux. Elle reste avec moi, 14 ans. Oui, donc voilà. Le truc, c'est que je m'étais dit, je mets la carte SIM chez moi. Sauf que la carte SIM n'était pas compatible avec les Pixel 7. Très bizarrement, parce que je sais pas, c'était pas... Voilà. ça voulait pas marcher sur le Pixel. Donc on a vraiment galéré le premier jour. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. On essayait de capter du Wi-Fi pendant 1 journée et demie quand même, et c'est compliqué quand t'as pas Internet. Et puis après, finalement, on a réussi on l'a mis sur le portable de ma petite sœur, qui m'a fait pas mal de chantage pendant le voyage. Genre, oui, si tu fais pas ça, je te coupe la connexion. Ça nous a créé des petites disputes. Mais voilà, il y avait des manips à faire. Ils donnaient un petit livret où ils expliquaient les manipulations à faire sur ton téléphone pour que ça fonctionne. Et moi, j'avoue, j'avais pas forcément fait attention à ce petit livret. J'avais fait attention sur la version Android et j'avais vu que ça marchait quand même pas. Et sur la version iPhone, ça a fonctionné. Donc voilà, faut juste faire attention à ça. Mais peut-être que la prochaine fois, j'aurais pris un Pocket Wi-Fi parce qu'au moins... t'es un peu plus sûr que ça fonctionne. Je lisais pas mal sur de retours de personnes qui étaient là-bas, qui prenaient Pocket Wi-Fi. Et du coup, moi, j'avais fait que Tokyo les 2 fois. Je suis restée 1 semaine et 10 jours. Et justement, je comptais y retourner l'année prochaine. Malheureusement, ça va être peut-être l'été. Donc, j'ai un peu... Mais en fait, je suis allée en été, je suis allée en avril. Et c'est vrai que l'été, je faisais 1 mètre. C'était... C'est difficile. Et avec ça, on était en septembre. Donc, les températures, elles étaient un tout petit peu plus douces déjà. Un tout petit peu plus. Ouais, parce que moi, je vous le dis, juillet, je transpire tout le temps. Oui. Non, on transpirait aussi beaucoup, mais ça veut dire qu'il y avait des fois où on sentait un tout petit peu une légère brise, on était là, genre, mon Dieu. Et on le sentait qu'il y avait une brise, en fait, on réalisait. Mais oui, donc voilà, si c'est la première fois que tu vas en été, prévois vraiment ton petit ventilo de poche, là. Et une petite serviette, parce que tu vas t'éponger tout le temps le visage, comme les petits vieux. Et en fait, la seule anecdote un peu cocasse qui m'était arrivée, c'était que ce que j'adore quand j'étais au Japon, c'est que je pouvais vraiment m'habiller comme je veux. J'adorais, on avait des jupes très courtes, vous avez compris. Et en fait, je me suis fait suivre par un salaryman qui pensait que j'étais japonaise. D'accord. En fait, je partais changer ma carte pour avoir du cash. Ouais.
Et en fait, il m'a suivi jusqu'à la banque et j'ai fait mais tu fais quoi? Mm. Il m'a dit mais je pensais que tu étais japonais. Je fais bah non. Et même si j'étais japonaise, tu me suis pas. Donc c'est le seul truc un peu chiant. Mais moi, je m'attendais à ce que tu nous dises qu'il y a eu un convoi de Français qui y aille. Moi aussi. Parce que moi, je voyais vraiment trop de monde y retourner. Peut-être qu'ils sont retournés un petit peu vraiment à l'ouverture. Ouais, soit ils sont allés à l'ouverture. Après, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont parties juste après moi quand je suis rentrée. Ah oui, peut-être. Peut-être parce qu'il y avait le Tokyo Game Show. Oui. Donc il y en a beaucoup qui sont partis à ce moment-là. Mais moi, je pense que je suis vraiment allée à la période où soit ceux qui partaient en été, en août, du coup rentraient. Et après, ceux qui partaient en septembre partaient vraiment fin septembre. Et moi, j'étais entre les deux. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment vu beaucoup d'étrangers. Je trouvais ça plutôt tranquille. Après, j'ai pas d'éléments de comparaison. Tu as des personnes qui ont été avant la période Covid, etc. Et qui, en revenant maintenant, ils peuvent te dire peut-être, il y a énormément de monde. Moi, ça m'a pas marqué en tout cas. Ok. Oui, c'est bien, ça rejoint l'économie. Oui, non, mais c'était un peu le. Oui, c'est clair. Je pense qu'ils ont un peu serré les dents quand ils ont fermé. Donc après, il y a eu ce côté où tout le monde était hype à tel point que j'ai vu vraiment des gens se plaindre de la fréquentation de la population parce que. Et forcément du comportement un peu exécrable des touristes parce qu'il en faut. Mais ouais, moi j'avais eu un peu peur que tu fasses un peu cette expérience-là et finalement... non. L'expérience négative, c'est la météo. Clairement. Voilà. C'est très cool. Mais ouais, merci en tout cas Eva pour nous avoir fait le récit de ce petit voyage. Bien évidemment, tous les détails, que ce soit le blog sur lequel tu planifies les vacances des autres, ou même toutes les références qui vous permettront d'avoir un peu plus d'infos et de préparation pour potentiellement des prochaines vacances, seront disponibles en description de l'épisode. À l'instar de The Office ou encore Park and Rec, un autre Mockumentary, du coup, a fait sa place dans une école publique de Philadelphie. Hailey, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Abbott Elementary? Exactement. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors déjà, c'est une série qui a été créée par Quinta Brunson et qui a été diffusée décembre 2021. Pourquoi je dis cette date-là, vous allez comprendre pourquoi. Qui a été diffusée au Canada d'abord. Et côté francophone, c'est arrivé le 1er juin 2022 sur Disney+. Une raison de plus d'être sur Disney+. Je fais pas Ellie les bons plans normalement aujourd'hui. Et ça a actuellement 2 saisons. Donc, je crois que la première, ça fait 11 ou 13 épisodes et la deuxième, 22 épisodes. Il faut savoir que la série a eu un prix, un Golden Globes 2023 pour la meilleure série musicale / comique, on est d'accord sur la catégorie comique, mais je vous rappelle aussi que White Lotus a gagné le prix de la mini-série Golden Globes en 2023, donc vous pouvez faire un petit bond en arrière dans le Contrecast pour écouter mon autre on vous donnera le lien de l'épisode. Exactement. Non, en fait c'est comme ça que j'ai connu Abbott Elementary, parce que justement je regardais encore l'édition 2023 des Golden Globes. Et ce qu'il faut également dire, c'est que ce n'est pas le seul prix que la série a eu. Et il y a eu la victoire au Emmy Award pour l'écriture du pilote de la série, qui a aussi permis de célébrer, d'une certaine façon, je trouve, et d'accueillir un nouveau talent qui était un peu outsider et qu'on n'attendait pas du tout. Parce que très souvent, on se dit, c'est souvent les séries les plus connues qui vont être récompensées. Là, on a quand même une chouette nana qui s'appelle Quinta Brunson qui, quand même, a tout pulvérisé, je trouve. Et pourquoi je vais vous parler de décembre 2021 ? Parce que, à mon sens, ça s'est passé un peu... la diffusion s'est passée un peu post-Covid, voire période de Covid. Et je trouve que c'est un peu comme It Takes Two, si je devais faire un parallèle avec le jeu vidéo, où on avait besoin de rire, d'avoir un peu d'entertainment, où on sentait que les news étaient anxiogènes. Donc voilà, Abbott Elementary, c'est un peu cette bouffée d'air frais que nous avons et que nous avions eu, passé et présent, besoin. Donc dans le cast, on a incroyable Quinta Brunson dans le personnage principal qui est Janine Tiggs, Tyler James Williams qui est en fait un autre professeur qui s'appelle Gregory Eddy. En fait c'est un cast spécial professeur. Une autre qui s'appelle Janelle James qui joue la directrice qui s'appelle Ava Coleman.
Ah oui, j'ai regardé en ce moment Abbott Elementary, donc j'ai un peu pris l'accent. Non, je rigole. Il y a Lisa, Ann Welter, qui est une autre professeure qui s'appelle Melissa Chemanti. Chris Perfetti, qui joue le rôle de Jacob Hills. Et Cheryl Lee Ralph, qui joue Barbara Howard, slash Miss, enfin Madame Howard. Ça, on n'appelle pas nos professeurs par leur prénom, mais par leur nom. Du coup, alors il faut savoir que, petit tour au niveau du cast, Quinta Brunson, elle est multicasquette. Elle est créatrice, productrice exécutive de la série, scénariste et aussi protagoniste principale dans Abbott Elementary. Elle a reçu du coup tous les prix que je vous ai dit un peu précédemment, mais également le prix de la meilleure actrice pour les Golden Globes 2023 dans une série comique. Et on la retrouve, alors il faut savoir que je vais vous donner plein de petites références en mode Wikipédia, mais j'ai pas forcément vu les séries. Donc par exemple, on la retrouve dans la 3e saison de Miracle Workers. Je sais pas si vous connaissez, mais moi pas. Et il faut savoir que sa maman a enseigné pendant 40 ans. Donc je pense qu'elle s'est beaucoup inspirée du parcours de sa maman, et ça c'est vraiment très très chouette. Tyler James Williams, donc autre acteur qu'on retrouve dans The Walking Dead. Je ne regarde pas The Walking Dead, mais je pense que autour de la table il y en a. Qui joue le rôle de Noah. Et qui a également reçu un Golden Globes pour Abbott Elementary du meilleur acteur second rôle dans une série comique. Lisa Ann Walter, qui elle aussi a reçu un prix pour Abbott Elementary, que des gens primés dis donc, pour le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance, donc une performance incroyable dans son ensemble, donc pour une comédie. Et du coup, je vous fais 2 acteurs et après je vous parle du synopsis. Janelle James, qui a été dans une série Netflix comique qui s'appelle The Comedy Line-Up, je ne connais pas. Mais, et Cheryl Lee Ralph, qui est actrice mais aussi chanteuse et qui a reçu un Primetime Emmy Award pour sa performance également dans Abbott Elementary et qui est également la 2e femme noire à avoir ce prix après Jackie Harry en 1987. Alors, c'est très important que je vous parle justement de la communauté noire parce que c'est un peu l'un des éléments centraux de la série. Donc du coup, Abbott Elementary, c'est une école primaire à Philadelphie et la série raconte la vie quotidienne de ses professeurs, du système un peu bancal et à bout de souffle système scolaire de Abbott Elementary, parce que l'école manque cruellement de moyens, et le tout sous forme de, comme tu disais précédemment, de mockumentary américain, donc en français, faux documentaire. Et évidemment, dans ce faux documentaire, il est de bonne intention, mais qu'est-ce que voudrait un mockumentary s'il n'était pas drôle ? Donc en fait, l'école se situe majoritairement à Philadelphie, mais dans un quartier majoritairement noir. Et là, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que plus la réalité elle dépeinte par Abbott Elementary est déprimante, et plus la série a décidé d'en rire d'une manière satirique. Et, un peu comme The Office au bureau. Et notamment quand il s'agit d'arbitrage budgétaire, de la gestion des toilettes cassées. Alors c'est la première fois que je vois ça, mais des toilettes qui sont inversées. En gros, la chasse d'eau ne tire pas dans la chasse, mais tire sur toi. Donc un peu compliqué. Des enfants au comportement parfois inattendus, ou encore des anecdotes et des particularités insoupçonnées de chaque personnage. Donc derrière la satire, il faut aussi voir une très belle déclaration d'amour en fait aux profs et un message d'espoir, je pense, pour ceux qui souhaitent devenir. Personnellement, bon courage, parce que quand je vois les enfants, je me dis je ne serai jamais prof. Et en fait, du coup, les profs, parlons-en. Donc, je vous disais, Janine est la prof principale. On va dire, c'est une prof très maladroite, très ringarde. Mais vous savez, ce genre de personne très passionnée, débordante d'énergie et terriblement attachante, avec qui a un optimisme vraiment à toute épreuve, qui peut également vous taper sur les nerfs, parce qu'un peu trop optimiste pour tout et n'importe quoi. C'est bien, hein, mais je pense que des fois, de manière extrême, c'est un peu trop. Elle est terriblement fan de la doyenne qui s'appelle Barbara Howard, et elle attend souvent son approbation. C'est un peu... elle est un peu comme Michael Scott dans The Office. Elle est
elle a ce besoin viscéral de se faire aimer. Et en plus, elle a un peu du mal à gérer ses élèves. On a aussi donc une autre prof qui s'appelle Mélissa, qui est une rousse, notre rousse préférée, je dirais même, et qui a un peu ce rôle dans Amy dans Brooklyn Nine-Nine, vous savez, personnage dur, mais un peu au cœur tendre, qui n'a peur de rien. Et en fait, pour elle, tous les moyens sont bons. Je pense qu'elle est sincèrement affiliée à la mafia, parce qu'il y a un épisode où elle obtient des tapis. Je pense qu'elle ne les a pas obtenus en les achetant. Enfin, des tapis pour les enfants. Et en fait, elle est née dans le sud de Philadelphie. Et en fait, c'est un peu... ça lui tient vraiment à cœur. Pour elle, on ne parle pas du mal du sud de Philadelphie. Et on a un autre personnage qui est Grégory, qui est un peu le beau gosse de service, mais un peu malgré lui. Vous savez, la personne un peu aigrie et réservée, mais qui se fait tout le temps draguer. Et en fait, il a ses petits tocs. Et en fait, il a aussi des passions un peu coupables qu'il n'assume pas du tout. Donc, je ne vous dirai pas plus, parce que sinon, il faut que vous regardez votre Elementary. Et il y a une intolérance alimentaire qui m'a un peu choquée, parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas la pizza. Je ne savais pas que ça existait. Que des personnes n'aimaient pas la pizza. Mais bon, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Autre personnage, on a Jacob. Alors, c'est le petit, comme diraient les autres personnages, le jeune homme blanc dans une école en partie noire. Alors, il est plutôt sérieux, très ringard, donc il s'entend très bien avec Janine, du coup. Et ils ont un peu ça en commun. Et en même temps, on sait qu'il aime beaucoup parler de son mec. Il aime beaucoup son mec. Il essaie le moins possible de blesser les enfants, d'ailleurs, ce qui lui vaut un peu de se faire un peu bully par ses enfants. Je pense qu'il veut parfois répliquer, mais du coup, les élèves vont lui dire en fait, vous nous avez blessés, et en fait, c'est pas vrai. Donc, il se fait un petit peu marcher sur les pieds. On a Barbara. Je suis très fan de ce personnage parce que c'est un peu la doyenne du groupe. Elle parle très lentement, de manière très posée. C'est la force calme, l'autorité sans effort. Elle est ultra religieuse, un peu technophobe sur les bords, parce qu'il y a un épisode où il faut manipuler des écrans tactiles, enfin des iPads, et elle fait genre qu'elle s'y connaît, mais en fait pas du tout. Elle a une voix, voilà, c'est un peu la sagesse, et en plus elle sait très bien chanter. Et dernier personnage, c'est Ava, A-V-A, qui se prend un peu pour la Beyoncé. C'est la directrice qui est complètement à l'ouest, qui n'aime que elle, et qui, je pense, maîtrise à la perfection les codes des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'épisodes où elle est sur TikTok avec un écran vert, bref, très forte pour ça. Je pense qu'elle sait mieux manipuler les réseaux sociaux où elle a plus de savoir sur les émissions du type Love Island que gérer une école, très sincèrement. Et gérer également les besoins de ses profs. Et il faut savoir également qu'elle a eu le poste de directrice de manière peu scrupuleuse, donc ça je pourrais pas vous en dire plus que ça, au grand daim de Grégory, qui lui voulait ce poste, qui était un très bon candidat, mais du coup il n'a pas pu l'avoir. Donc on peut dire que Abbott Elementary, c'est une comédie sur le lieu de travail, un peu comme The Office, avec ses humains compliqués, désordonnés, voire complètement lunaires, mais terriblement attachants. Et en fait c'est hilarant, parce que dès la première saison, pas comme The Office, j'ai vraiment eu du mal pour la première saison de The Office, je me suis reprise vraiment 10 fois. En fait, j'ai été tout de suite prise par l'humour. Déjà, le pilote, il est comment dire, très très convaincant. Je sais pas comment dire ça, c'est vraiment mon type d'humour. Et je pense que quand on aime The Office, on peut facilement faire la passerelle. The Office d'ailleurs, tu posais la question tout à l'heure, je suis à la saison 5, je termine la saison 5 et oui, effectivement ça se bonifie, merci. Abbott Elementary, c'est quand même beaucoup de rire, parfois douloureux, parfois amer, mais quand même beaucoup de rire. Et je trouve que c'est quand même une belle mise en avant sur le fait que parfois c'est une personne ordinaire, donc je parle de Janine, qui va parfois ravaler ses doutes, traverser des choses, mais qui est cette personne aussi qui, quand le travail doit être fait, elle va le faire. Et elle va faire aussi faire fonctionner son monde. C'est un peu comme un liant dans un bon plat. Donc, si je dois parler des épisodes qui m'ont marqué, je parlerai sans doute... en vrai, le pilote, il m'a vachement marqué. Et il faut savoir que j'ai dû regarder 10 épisodes d'une traite dans l'avion, parce que je suis partie aux États-Unis récemment. Et ils ont tout mis, sauf que c'était sous-titré anglais. Donc, j'ai refait la saison pour être sûre de ne pas avoir
perdu quelques genre lost in translation comme on dit, perdu le sens des blagues. Et il y a eu un épisode sur le podcast qui est assez marrant, qui parlait, en fait, ils essaient de mettre en place un podcast dans l'école, et en fait c'est un peu le truc où un peu ringard, parce que forcément c'est Jacob qui est à la tête de la chose, et en fait c'était Janine et Mélissa qui ont fait un pari en mode si tu perds, tu participes au podcast de Jacob. Donc je trouve ça très drôle, et en fait le podcast à la fin était génial. Il y a aussi un épisode sur les surdoués. Je trouve ils ont trouvé quand même un très bon angle pour aussi, enfin, pas forcément en rire des surdoués, mais rire de la misère, de comment des fois ils sont vraiment compétents les profs, mais de manière très drôle, et comment mettre en avant justement des personnes qui sont, des enfants qui sont surdoués. Il y a eu beaucoup de moments de malaise. En fait, ce que j'adore, c'est que le personnage Grégory, donc il a des yeux, je sais pas comment vous expliquer, peut-être globulo, je ne sais pas, qui fait que quand on a des zooms sur lui, le malaise, il est tellement il transpire le malaise que moi aussi je suis en mode malaise, mais en fait je rigole, et en fait tout le monde rigole, et il est très très fort pour nous faire rire. Et il y a un autre épisode qui m'a extrêmement fait rire aussi, c'était donc il y a une enfant un peu elle perturbe énormément la classe, c'est un peu une petite chef qui était dans la classe de Mélissa, et en fait Janine, elle aime bien dire oui, Mélissa, moi je suis meilleure que toi sur certains trucs. Elle a dit tu sais quoi, tu vas apprendre mon élève la plus perturbée, enfin la perturbante de la classe. Et du coup au début Janine elle a fait oui voilà, ça va, on s'aime bien et tout, alors que pas du tout. Derrière son dos elle fait n'importe quoi dans la classe, et en fait le dénouement c'est qu'il y a une petite morale par rapport à cette histoire, et je trouve ça hyper drôle et à la fois touchante comme morale. Et alors du coup je sais pas si vous êtes un peu basket, donc Philadelphie a une équipe de NBA qui s'appelle les Sixers, et il y a plein de petites blagues dessus, ce qui est très cool parce que j'ai vu les Sixers et j'étais là oui, j'ai compris la blague. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait il y a même des épisodes sur Halloween, sur Noël. C'est peut-être un peu moins... je trouve ça plus accessible comme humour que The Office, parce que je pense que The Office, faut parfois s'y reprendre, du moins, 2 premières saisons. Première saison, c'est tout. Là, je pense que c'est bien, il n'y a pas de faux pas où on tombe dans le... On ne peut plus rien dire. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Le rythme, ne faiblit pas. Et je trouve que la représentation des personnages est vraiment parfaite, que ce soit en termes de timing, les acteurs sont super forts. Et je trouve ça vraiment très très cool d'avoir justement celle qui fait qui est scénariste, qui joue extrêmement bien. Je pense qu'il y a les gags moi ça m'a fait beaucoup beaucoup rire. Les petits regards furtifs, vous savez, les fameux zooms qu'on a aussi sur The Office, on les retrouve beaucoup dans Abbott Elementary. Et je trouve que ce côté faux documentaire, c'est vraiment ce qui... c'est un bon format, mais en plus, je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien exploité. Donc voilà, ce qui est très bien, c'est que quand il y a 2 saisons, j'ai entendu dire qu'ils vont renouveler la 3e, je ne sais pas quand. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les enfants aussi sont très drôles. Je sais pas comment ils ont trouvé le casting, ça devait être assez marrant, mais les enfants ont aussi leur rôle dans l'humour, et ça je trouve vraiment très très fort. Moi qui suis pas très familière avec les enfants, et du coup ça m'a fait extrêmement rire, que ce soit au niveau des enfants, même parfois des parents qui sont complètement lunaires. Donc voilà, si vous avez besoin d'une série en ce moment, vous avez passé une longue journée, c'est 20 minutes à peu près un épisode, et que vous avez juste envie de rire, de passer un bon moment, en mode pas forcément poser le cerveau, mais de sentir bien, un peu esprit cocooning, parce que là c'est l'hiver qui arrive, Abbott Elementary, c'est la série à découvrir ou à redécouvrir.
Est-ce que vous aimez les métaphores? Parce qu'il y en a eu énormément lors de cette chronique. Moi, je salue toujours la créativité d'Ailey sur toujours donner de l'image dans sa façon de chroniquer. Voilà. Mais ça a l'air très bien, je ne connaissais pas. Est-ce que Eva, tu en as entendu parler? Alors, j'en ai pas du tout entendu parler. Après, moi, j'ai 2 questions. Oui. Première question, c'est les enfants, c'est à peu près quel âge, quelle classe? Vu qu'ils sont en primaire, il y a pas mal de CE1, CE2. Ok. Ouais, parce que c'est pas du tout du coup le même. Enfin, oui, c'est trop mignon quoi. Moi, j'adore Oui. les Oui. enfants. Moi, j'adore les enfants et j'adore leur candeur. Et en même temps, le côté un peu vicieux. Oui, alors ils ont un je côté- teste les limites et tout. Je trouve ça trop drôle. Oui. Pour être, voilà, j'ai une famille nombreuse et tout, donc je vois avec mes petites sœurs, mes petits frères. Mais et ma deuxième question, c'était, on peut voir ça où en fait? Disney+. Ah oui, tu m'as dit, Disney+. pardon. En plus, Et je pense qu'ils font... je sais pas s'ils font le simulcast, mais ouais, tout est dessus. Donc Ok. en plus, en ce moment, il y a une nouvelle saison de Loki, donc voilà, c'est une pierre de Ouais. coups. Ok, bah écoute, je pense ouais, moi ça m'a carrément intéressée. Ah, trop bien. Ouais, parce qu'en plus bon, moi j'adore tout ce qui est The Office, moi j'adorais ça. Et pareil que toi, j'étais un peu sur la première saison, je me suis accrochée. C'est pas que ça me faisait pas rire, mais il fallait comprendre l'humour au début. Donc je me suis pas mal accrochée. Donc ouais, ça me tente et j'ai vraiment besoin en ce moment de voir une bonne série qui remonte bien le moral. Donc ça va carrément le faire. Je pense que je vais commencer ce soir. Trop bien. Premier épisode. Et d'ailleurs ouais, parce que je suis sur Elite en ce moment, je me dis mais pourquoi je regarde cette série de merde? Je te fais un peu du mal. Mais pourquoi? Je ne sais pas, je suis à la Et- saison 7 et je me dis mais pourquoi je continue? Et voilà, Bah, donc je pense que je vais vraiment arrêter. Ouais, ça Après, va la être- saison d'avant, elle était pas si mal. La dernière saison était pas si mal, mais la 7 là je trouve que Ok, ils sont revenus dans leur travers. ouais, là vraiment je souffre quand je regarde l'épisode quoi. En plus c'est long, c'est long l'épisode, donc voilà. Non mais je vais carrément regarder trop Abbott Elementary. Merci pour la petite reco. Et du coup, les élèves, c'est les mêmes que tu retrouves d'une saison à une autre, ou est-ce qu'ils changent de cast? Je pense que c'est les mêmes. Et j'ai oublié de dire, il y a un peu de romance, un peu à la Pam et Jim, mais oui. dans un autre contexte. Mais c'est assez. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que alors c'est pas, il y a pas de message derrière ça. C'est que là, c'est vraiment la communauté noire. Et je trouve que c'est vraiment pas, on tombe pas dans le truc hyper communautaire en réalité. Et il y a plein de choses où je suis un peu ébahie de savoir, voilà, il y a des petites refs sur la ville, soit sur les enfants qui parlent beaucoup de rap par exemple, et où ça parle beaucoup de Tupac parce que Eva est complètement lunaire. Et au début, quand j'ai vu que c'était un peu, enfin, c'est comme si on faisait une série sur les Asiates. J'avais peur que ça soit trop un peu enfermé, mais en fait on peut vachement s'y reconnaître. Ça c'est vraiment très cool. Julie? Et ben moi je suis en plein revisionnage de The Office. Ah, yes. Je suis trop chaude là pour Abbott Elementary. J'ai pas commencé et moi l'humour cringe, j'adore ça. Donc cliente totale. Trop bien. C'est vrai que The Office, je pense que ça a été une vraie... c'est une série que tu dois mériter. Parce qu'effectivement, les premières saisons, c'est pas facile. Et pareil, je pense que c'est une redondance dans pas mal de gens. C'est que tu t'y prends plusieurs fois, où vraiment, tu es vraiment très motivé. Mais j'avoue que les premiers épisodes sont pas oufissimes, mais ils deviennent géniaux parce qu'après tu comprends et t'as un aperçu de qui fait quoi et qui est qui. Mais ouais. En tout cas, très cool qu'il y ait un autre du genre qui arrive sur le marché, qui a l'air plutôt frais et qui a l'air super sympa. Merci Ailey, c'était du coup Abbott Elementary. Je reprends mes notes parce que je suis une vieille. C'est le mockumentary du coup américain créé par Quinta Brunson et disponible du coup sur Disney+. Et j'ai vu potentiellement Canal+. Mais est-ce que c'est une info viable ou pas? J'ai vu ça sur les internets. À vérifier. Vous nous direz en commentaire de cet épisode. Et on finit du coup avec notre Julie, mais qui cette fois-ci a choisi un sujet qui date de 2020-2021. Et là, c'est quand même surprenant parce que elle nous a quand même habitués à... presque contemporain, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et, 2 ans près, quoi. Mais de quoi est-ce que tu nous parles exactement pour cet épisode, Julie?
Alors, moi, ces derniers temps, j'étais un peu en disette de plateformes habituelles. Plus de Netflix, plus de Prime, semi par choix, semi par c'est arrivé, et plus trop de trucs à me mettre sous la dent. Donc, je cherchais des recos et évidemment, Arte et ses rediffs, c'est toujours une bonne source de documentaires chelous ou passionnants. Et c'est comme ça qu'on m'a recommandé Sisters with Transistors, qui est un film documentaire UK, donc comme tu l'as dit, sorti en 2021, et qui est réalisé par Lisa Rovner. C'est un documentaire qui est dédié, c'est vraiment en forme d'hommage à une série d'héroïnes oubliées qui ont toutes été en réalité des pionnières de la musique électronique. Et c'est des femmes qui, à leur manière et en leur temps, parce que ça se passe quand même sur plusieurs décennies, ont repoussé les barrières de la musique, de la technologie aussi, de la société, et pas toujours à des moments où, d'ailleurs, il y avait des changements de société propices. Donc le documentaire va nous faire le portrait depuis les années 30 jusque dans les années 90 d'un certain nombre de ces femmes. Et alors, je ne connaissais aucune d'entre elles. C'est ça qui est quand même fantastique, parce que quand on voit ce qu'elles ont créé, on se rend compte de l'influence qu'elles ont eue. Mais évidemment, ce sont des héroïnes oubliées, car ce sont des femmes. Et tout ça va commencer dans les années 30. Et oui, origine de la musique électronique dans les années 30. Et on voit Clara Rockmore en train de jouer du theremin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet instrument et si vous voyez à quoi ça ressemble. Le theremin, c'est un instrument électronique qui, alors je ne connais pas exactement le fonctionnement, mais qui, je pense, marche avec les ondes radio et produit des sons qui sont différents selon à quelle distance se situent les mains. C'est un instrument qu'on ne touche pas, mais en fonction de la positionnement de la main droite et de la main gauche, ça crée... je pense, des longueurs d'onde différentes et des sons différents. Vous voyez peut-être pas ce à quoi ressemble l'instrument, mais vous avez forcément entendu cet instrument, parce que c'est vraiment l'outil privilégié pour tous les sons des films de petits hommes verts des années 50. Donc tous ces sons, soucoupe volante qui arrivent, ça c'est du theremin. Et donc on a ce portrait de Clara Rockmore qui était dans les années 30 une violoniste, concertiste, et qui se retrouve un peu à toucher à cet instrument un peu par hasard en rencontrant Monsieur Theremin, qui est l'inventeur de cet instrument. Et quand on la voit, Clara, jouer du theremin, c'est quand même assez dingue, parce que il y a des gens qui en jouent, ça ressemble un petit peu à un chef d'orchestre, qui bouge les mains de droite à gauche. Elle, quand elle en joue vraiment, ses mains, elle a une finesse dans le toucher, on dirait qu'elle pince des cordes imaginaires d'un violon. C'est vraiment dingue de l'avoir joué, de cet instrument. Et puis elle a, durant une vingtaine d'années, fait des concerts, créé des pièces pour cet instrument. Donc c'est vraiment le point de départ de la musique électronique. Ensuite, le portrait va passer sur une jeune femme qui s'appelle Delia Derbyshire, et on la voit un petit peu évoluer dans les années 60, et puis elle nous raconte un petit peu son histoire. Alors au début, on la rencontre, elle est face à plein de machines, et elle va nous montrer ce à quoi ressemblent des sons sur un oscilloscope, et donc là, on voit les sons qui sont modélisés sur l'écran de cette machine. Et elle nous montre comment, à partir d'un son qu'elle enregistre sur une bande magnétique, elle la coupe et elle la fait tourner en boucle. Et en fait, c'est le début du sample. Mais vraiment, on le voit de manière analogique, avec des bandes qui sont coupées, recollées, repassées en boucle, avec plusieurs instruments qui sont mis en série avec plusieurs pistes. Mais sur des machines énormes, parce que là, on est vraiment dans les années 50. Et ce qu'elle crée juste avec ces petites boucles et ces petits samples, c'est un son hyper moderne et en même temps hyper vieillot. C'est très, très chouette.
Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est son approche sur le rapport au son. Elle explique qu'elle a vécu du coup les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres, là où elle habitait. Et elle était obsédée par le son des sirènes et des avions. Et c'était des sons comme ça, hyper lancinants, qui revenaient et qui, je pense, l'ont vraiment marqué et ont formaté son rapport au son. Et puis, elle en a fait une des matières premières de ses créations musicales. Et ça crée aussi des ponts avec toute la musique industrielle où après une ère comme ça d'industrialisation, le monde se retrouve entouré par des sons de machines, des sons d'outils, des sons de véhicules. Et ces sons-là, ils deviennent musique à un moment donné, ils font l'objet de création. Après, le reportage aussi nous montre pas mal ce moment d'émancipation des femmes pendant la guerre. Évidemment, tous les hommes sont au front. Les femmes travaillent dans les usines, mais pas que aussi. Travaillent sur des postes de communication, télécommunication. Et il y a ce rapport un peu des femmes qui vont travailler sur des machines et des technologies où elles vont prendre une place à ce moment-là assez importante qui va se perdre par la suite. Ensuite, on passe à une petite madame qui s'appelle Daphné Oram. Et c'est vraiment la petite madame Brit avec une jupe crayon en tweed, des lunettes papillons. Enfin, vraiment tout ce qu'on imagine de plus classique à cette époque-là, dans les années 50. Et on la voit derrière un mur de synthé, en fait. Et cette dame était une pianiste vraiment surdouée. Mais ça ne l'intéressait pas trop de faire du piano. Elle a été fan de radio, elle était fan de la BBC, elle voulait absolument bosser à la BBC. Et elle a été embauchée pour composer un certain nombre de sons pour la radio. Surtout pour des romans radiophoniques où il y avait beaucoup d'habillage sonore. Elle va composer un nombre assez important de ces sons qui passaient sur la BBC. Et toujours avec des colorations très fantomatiques, un peu obsédants, un peu mystère, parce que forcément, ça marchait bien avec ses outils, avec ses synthés, et c'était vraiment la découverte de ces nouvelles sonorités. Et puis, alors, elle ne faisait pas que créer à partir de ces machines, elle crée aussi des méthodologies de création. On la voit à un moment donné générer des sons à partir d'images. C'est-à-dire qu'elle va dessiner des traits sur des sortes de bandes qui ressemblent à des bandes de films. Elle dessine avec un pinceau et de la peinture. Et la forme qui se trouve sur cette bande génère en réalité un son quand ça passe dans la machine. Donc un mélange de trucs hyper technologiques et en même temps complètement physique et analogique. Parmi toutes les autres femmes qu'on voit, on voit aussi une Française, Eliane Radin, qui, elle, vivait à Nice et était obsédée par le bruit des avions, parce qu'elle vivait à côté de l'aéroport, qui va rencontrer Pierre Schaeffer, qui est à l'origine de la musique concrète et qui va être le point de référence, par exemple, pour Jean-Michel Jarre et pour plein de créateurs de musique électronique. Donc on voit vraiment comment ces femmes ont pris un rôle important avant tout grâce aux musiques de films à un moment donné. On a un portrait d'une musicienne, Bibi Baron, qui elle va réaliser la BO du film Forbidden Planet. Et c'est la première BO de l'histoire qui est entièrement faite en musique électronique. Et on retourne sur Delia Derbyshire, qu'on a vu plus tôt dans le documentaire. Et on nous montre comment elle a créé le générique de Doctor Who. Et comment elle a fait ses boucles, comment elle a enregistré les sons à partir de sons analogiques, des bruits de casserole, et comment elle a monté ça pour créer ce générique qui a eu un succès d'ailleurs assez immédiat. Ensuite, toutes ces créations elles vont être aussi marquées par l'époque, par les guerres, par la guerre froide, par la guerre du Vietnam.
Après, on passe sur les années 60-70 et évidemment, la musique, elle a un rôle contestataire très important. Et puis, la musique électronique, forcément, va avoir ce rôle-là aussi parce qu'on est sur des champs complètement d'expérimentation nouvelle. Mais on est un peu plus sur des mécanismes un peu attendus. Et on rencontre notamment une musicienne, Pauline Oliveros, qui va vraiment s'inscrire dans un mouvement très, très conceptuel de la musique électronique et qui a eu un rôle aussi contestataire très important, prise de position queer aussi très forte. Et parmi aussi les éléments d'émancipation de ces femmes, ça a commencé par la radio, avec ses sons pour la BBC, le cinéma ensuite, avec des musiques de films, et puis viennent les années 80 et la pub. Et là, ça va être vraiment l'Eldorado. Dans la pub, il y a de l'argent, il y a de la créativité, et ça va être un territoire d'exploration où ces compositrices vont pouvoir créer énormément de pièces. Dont Suzanne Ciani qui nous montre toutes ces petites compositions pour des films de pub. Alors là, on est vraiment sur le pur 80s synthé, c'est un vrai régal. Et puis le reportage finit un petit peu sur... il y a encore plein d'autres portraits, je ne vous fais pas un inventaire exhaustif, mais sur Laurie Spiegel, qui, elle, en plus de créer vraiment... de la musique électronique, a créé ses propres programmes, un programme sur Macintosh qui, permettait, donc on est sur les années 80, des tout premiers Mac, à les transformer en réel instrument de musique. Donc, en plus, avec un rôle vraiment de programmation et de développement de programmes. Et j'ai trouvé qu'elle avait une approche de la musique qui était tellement intelligente, tellement... sans carcan et finalement très, très pure dans son approche de la création. J'ai trouvé cette femme très touchante. Donc c'est des visions très modernes, très visionnaires, des femmes qui sont toutes des génies des sciences, des génies des sciences et des génies de la création artistique. Donc vraiment des figures assez fascinantes. Et qui, à un moment donné, ont réussi à trouver leur place dans un monde réservé aux hommes doublement, celui des compositeurs de musique, où en général, c'était quand même historiquement toujours des hommes, et aussi sur la conception, la manipulation de machines et d'outils technologiques. Ça m'a fait penser aussi les ponts avec... C'était une histoire que j'ai découvert un peu tardivement, mais sur les débuts de l'informatique. Historiquement, les femmes ont eu un rôle assez important jusque dans les années 70 dans le développement de l'informatique. Pourquoi ? Notamment parce que, un peu historiquement, c'était lié aux télécommunications et c'était des métiers qui ont été plutôt réservés aux femmes parce que pendant la guerre, c'était plutôt des femmes qui étaient sur les outils de radio, sur les outils de télécommunication parce que ça dérivait un peu des outils de secrétariat. Et c'est ce qui fait aussi que des femmes ont eu des rôles très importants dans la découverte et dans la conquête de l'informatique jusqu'au moment où ça a été aussi récupéré et que c'est devenu des outils plus grand public. On pense notamment à Ada Lovelace, qui est considérée comme la pionnière de la science informatique dans les années 1800, donc ça remonte. Et puis je voulais vous parler très rapidement d'une série que j'ai beaucoup aimée l'année dernière. Je pense qu'elle a une petite dizaine d'années maintenant, qui s'appelle Halt and Catch Fire. Et c'est une série qui est vraiment dédiée à l'explosion et à l'aventure du secteur informatique à partir des années 70 dans la Silicon Valley et qui va nous montrer une galerie de personnages et sur la façon dont ils évoluent entre la création des premiers ordinateurs et des premiers ordinateurs portables, on monte une start-up, les premiers FAI, on monte les premiers moteurs de recherche, vraiment passionnant. Moi, c'est pas
c'est pas mon domaine, c'est pas le domaine dans lequel je travaille. J'avais peu de connaissances sur le sujet et super série parce que un aspect intérêt historique top. Et en plus, un cast qui est vraiment mixte. Il y a autant de femmes que d'hommes qui ont des rôles techniques, des rôles de création sur ce secteur informatique, vraiment partagés de manière quasi parfaite entre les hommes et les femmes. Donc pour ça, cette série, double bonus, quoi. Voilà. Donc regardez cette série, très très chouette. Voilà. Trop bien. Trop cool. Et oui, et Terramind, si, on en a parlé très brièvement dans un épisode, je n'ai plus le numéro, mais vous aurez la référence, sur un jeu que j'avais chroniqué à l'époque, mais je vous ferai du coup le petit pont, et c'est terrible. Oui, en fait, ça ressemble à une sorte de boîte radio un peu plate, et tu as une antenne qui te permet de manipuler un peu les ondes. Oui, c'est ça, on dirait une résistance de machine à laver avec une radio de toit de voiture. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Aïli, est-ce que t'en as entendu parler? Est-ce que c'est un truc qui te botterait? C'est un truc qui me botterait de fou parce que pour du coup baigner dans un peu plus la musique actuelle, mais dans le paysage musique électronique, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes. Alors là, du coup, je parle vraiment du côté DJ, mais en termes de création, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Déjà, je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, il y a un style que j'aime beaucoup, c'est le dubstep, qui est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de wobbles, ça a beaucoup de vibrations d'ondes. Et je pense que en fait, tout vient du UK, pratiquement. Donc, je suis super intéressée par regarder, et aussi ton autre série. Parce que du coup, je suis fan de la Silicon Valley de fou, mais aussi de voir comment les premiers ordinateurs, parce que j'ai baigné avec mon premier modem 56K. Autant vous dire que je me souviens très bien du bruit. Les premiers FAI. Et je trouvais ça fascinant, moi, la disquette qu'on mettait dans l'ordinateur. Enfin, tous ces trucs-là. Regarde, tu vas te régaler. Hein. Ah oui, parce que c'est vintage peut-être, mais bon, moi, je suis fan. Tu m'étonnes. Eva ? Oui, alors moi carrément aussi, ça m'intéresse beaucoup. Moi, sur Arte, il y avait un truc que je regardais, c'était une série qui s'appelait Culotté, peut-être que vous avez dû en entendre parler. Ouais. Voilà, et ça me fait penser un petit peu à ça, sans l'aspect musique du coup pour Culotté. Mais ouais, moi, tout ce qui est déjà histoire sur les femmes qui ont un peu révolutionné le monde, moi je trouve ça super intéressant, c'est passionnant. Mais là, d'autant plus sur la musique, parce qu'en fait, c'est quelque chose où ça manque un petit peu à ma culture, mine de rien. Je veux dire, tout l'aspect un peu historique de comment ça a débarqué jusqu'à là où c'est aujourd'hui, quoi. Donc ouais, carrément. Juste, c'est un reportage qui dure combien de temps? 53 minutes. Ok. Donc, et dans 53 minutes, il y a le temps de voir tout ce que... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de... Ouais. Et puis, il y a encore plein d'autres femmes dont j'ai pas parlé. Cool. Mais non, c'est chouette. Ça, voilà, tu pars pas non plus pour 3 heures de docu. Ouais, ok. Ouais, mais carrément. Ça m'intéresse, ouais. Mais merci du coup Julie pour cette petite découverte et pour cette remise en exergue de la femme, que ce soit dans l'informatique ou dans la musique. Du coup, c'était Sister with Transistor, du coup, les héroïnes méconnues de la musique électronique. C'est un documentaire qui est dispo sur Arte, raconté par Laurie Anderson et nourri de plein d'archives et de plein de femmes pionnières dans le domaine. Vous aurez bien évidemment la ref en description du podcast. Et il est temps aussi de parler maintenant de coup de cœur, parce que ça c'est un peu aussi la tradition du CC, comme vous le savez. C'est de se dire, en plus des chroniques dont on vous parle sur cet épisode, chacune des voix à cette table a aussi son petit coup de cœur, que ce soit du moment ou même ça peut être ça peut ne pas être des coups de cœur, parce qu'on a déjà fait des gros coups de gueule à certains moments. Et je vais commencer très hasardeusement par Aïli. Alors, j'aurais pu parler de ma soirée avec Skrillex. Bon, pour le petit topo, c'était... en fait, Skrillex est venu sur Paris
Parce que, alors j'ai appris durant la soirée que sa copine Isidu a sa ligne de vêtements et qu'elle voulait faire une after party dans un club qui s'appelle le Silencio, qui est que sur guest list, donc chiant. Et donc voilà, quand tu es fan de quelqu'un depuis des dizaines d'années et que tu le rencontres enfin, c'est incroyable. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. En fait, c'est pour faire le pont parce que du coup, Skrillex, c'était celui qui a démocratisé le dubstep. Et en fait, ça fait des années que je voulais aller à un festival aux États-Unis qui s'appelle Lost Lands, qui est un peu, en fait, il y a un DJ qui s'appelle Excision, je sais. Et en fait, il y a eu Skrillex qui a ouvert la porte à beaucoup de personnes dans le monde du dubstep, dont Excision, qui en fait faisait des soirées sur Paris pour vraiment pas très cher, et a décidé de monter son premier festival. Je crois que c'est la 6e édition dans l'Ohio. Et alors, j'ai toujours regardé ça de loin. Et en fait, c'est un peu comme le Japon, faut les moyens, parce que les festivals aux États-Unis sont très chers. À titre d'exemple, une pinte, c'est $20. Mais non. Et si, et des frites, c'est $10. Voilà. Je vous laisse. Là, quand j'ai dit juste la pinte, la part de une pizza entière, c'était $80. Voilà. Oui, la part de pizza, c'était $10. Si on veut. Bien, avec tes rations de trucs ouais. lyophilisés, tu sais. Exactement. Tout ça pour dire que voilà, c'est un festival, pour tous les amoureux du dubstep, c'est un peu la messe. Après, voilà, et c'est un petit budget, mais incroyable. Ça a été un peu comme Tomorrowland, de se dire, bah voilà, au moins c'est sur la liste, c'est fait, et c'est mieux que ce qu'on croyait. Et de se dire, moi, je prends ma retraite festive l'année prochaine. Donc voilà, c'était ma dernière, c'était mon petit rideau de fin. Mais voilà, bon. si vous êtes, oui, c'est bon, voilà, c'est déjà assez fait. Donc voilà, si vous êtes amoureux du dubstep et que vous aimez parce que les Américains sont très forts sur le wave effect des stages, ils ont des lasers, des trucs débiles. Mais ce qui est très drôle, c'est que on va reparler, c'est un parallèle avec le Japon. Les filles qui étaient au festival, elles s'habillaient comme elles voulaient. Il n'y avait pas un garçon qui les, entre guillemets, emmerdait. Il y avait les garçons, les mecs qui étaient là, tout le monde était dans... C'est un peu comme un Halloween géant, je ne sais pas comment dire ça, mais ils ont ce truc-là au niveau du costume, au niveau de faire la fête, que j'apprécie parce que je me suis sentie safe. Ce qui n'est pas tout le temps le cas en France. Et surtout que des fois, je dansais toute seule et il y avait 2-3 nanas qui se mettaient à côté de moi, headbangaient, comme dans le milieu métal. On headbanguait ensemble et en mode comment tu vas, etc. Et en fait, j'adore cette vibes. Donc voilà, si un jour, si vous êtes très très fan de dubstep et que vous avez envie de mettre un petit billet, voilà, je vous recommande Lost Lands. Merci. Du coup, on va enchaîner par Eva. Oui, alors moi je viens de choisir mon sujet comme d'habitude. Je vais vous parler d'un livre, ça fait longtemps. D'un livre ou plutôt d'une autrice, Karen Ponte, que j'ai découvert cette année à la bibliothèque, la médiathèque de la BNP. Voilà. En fait, elle l'écrit de manière hyper simple, hyper accessible, hyper feels good et à la fois sur des sujets qui sont très lourds. Et franchement, j'ai été captivée par ces livres. Mon petit coup de cœur, c'est le livre « Prendre la vie comme elle vient ». En fait, pour vous raconter un petit peu le synopsis, c'est une femme qui s'appelle Alice, qui vit avec son mari Emric, un petit couple, voilà, petit bonheur parfait, fille au bonheur parfait, jeune couple, qui veut prévoir ses prochaines vacances en Italie, etc. Et du jour au lendemain, accident de voiture, son mari Emric tombe dans le coma et il se réveille. Je peux vous spoiler parce que ça fait partie du synopsis. Il se réveille, Alzheimer. Pas Alzheimer, mais en gros, il a perdu la mémoire, il ne se souvient plus d'elle. En fait, toute l'histoire, elle, il y a tout son monde qui s'écroule, en fait. Donc, c'est l'histoire de comment elle se reconstruit par rapport à tout ça. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce bouquin, en fait, il y a 3 timelines différentes. Il y a la timeline où il se réveille de son coma avec cette perte de mémoire. Il y a la timeline où il ne se réveille pas, où il meurt. Et puis la timeline où il est vivant. Et en fait, c'est assez fou parce que du premier abord, on va tous se dire la happy ending, c'est quand il se réveille, qu'il est vivant, etc. Mais on découvre des choses dans les autres timelines qui auraient pu se passer en fait et qui nous font voir tout d'un autre point de vue. Donc en fait, ça fait réfléchir un petit peu sur tout ce que la vie peut, comment un choix dans une vie peut tout changer.
et comment un événement aussi peut faire tout basculer aussi. Et c'est assez fou parce que c'est écrit de manière assez simple, mais vraiment où il y a beaucoup de remises en question. Je trouvais ça vraiment, vraiment très, très bien écrit. Je l'ai fait tourner chez moi, à mes sœurs, à ma mère, qui l'ont adoré aussi. Et il y a un autre de ces livres que j'ai lu qui s'appelle Et que quelqu'un vous tende la main, où là, c'est 3 femmes qui ont chacune des problèmes dans leur vie, mais qui sont très différents. L'une, elle a une fausse couche. La deuxième, c'est ses enfants qui la détestent et qui préfèrent leur père. Donc pas du tout... d'un point de vue extérieur, pas du tout le même problème, quoi. Enfin pas la même gravité. Et puis la troisième qui est atteinte d'un cancer. Et les 3, en fait, vont aller se prendre un break. Elles vont se rencontrer par le hasard des choses, mais elles vont se prendre un break au bord de la mer. Et puis il y a toute l'histoire de leur reconstruction aussi, de comment elles s'entraident, comment elles se soutiennent et comment elles arrivent à se relever de tout ça ensemble. Et c'est vraiment très très beau aussi. Je trouvais ça vraiment hyper touchant. Donc Karen Pont, petit coup de cœur. Et j'essaie de retrouver ses autres livres parce qu'ils sont vraiment vraiment hyper à la fois apaisants et en même temps triste quand même, parce que c'est ce que j'aime. mais voilà, très très bon livre que je recommande. Tout sera en référence de toute façon. Voilà. Et du coup, on termine par Julie. Eh ben, je vais vous parler de musique encore. Dernier concert auquel je suis allée la semaine dernière, un groupe qui s'appelle Astéréotypie qui passait au Bataclan. Alors, c'est pas vraiment un groupe, c'est plutôt un collectif de compositeurs et de chanteurs au contour un peu mouvant, appuyé backé par un backing band. C'est des musiciens du groupe Moriarty qui sont derrière aux instruments. Et tous ces chanteurs, compositeurs, compositrices, chanteuses se sont rencontrés dans un centre médico-éducatif. Et ils ont tous pour caractéristique d'être autistes. Et voilà, ils forment tous des figures très particulières, avec des personnalités très fortes dans ce collectif. Musicalement, on est quand même plutôt sur du punk, voilà, si on devait un peu le classifier dans un genre. Et chacun des membres de ce collectif s'est forgé un personnage forcément un peu farfelu, et ils nous offrent des textes complètement fous créés par leur cerveau magique de personnes autistes, et c'est génial. Alors, juste, je vous parle de deux de ces artistes. Il y a Stanislas qui s'est un peu créé un personnage, un peu comme un homme politique. Donc, il va avoir une façon de parler, une façon de se présenter sur scène, vraiment très comme un homme politique qui fait un discours. Avec une de ses chansons que j'aime beaucoup, qui commence par 20 €, c'est la fille de 100 €, elle est très jolie, je veux me marier avec elle. Et 200 €, c'est la grand-mère de 20 €, elle est très gentille également. Voilà, ce type de texte. Et Maxi Chouchoute Chamé, Claire Ottaway, qui est une reine diva dont l'animal totem est une biche. Et son tube à elle, c'est Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Et elle est chamée. Elle est chamée, cette nana. Elle a une façon de chanter, une voix hyper haut perché, vraiment spé. Et ses textes sont vraiment super parce que t'as tout le côté à la fois hyper poétique et quasi, ça ressemble à de l'écriture automatique et du surréalisme sorti de cerveau de personnes autistes. Chambé, et puis avec énergie scénique dingue. Voilà, super cool, et pas l'impression non plus de voir le bal des Cotorep. C'était pas présenté comme allez, on va avoir un concert avec des personnes qui ont un handicap. Non, c'est vraiment des artistes à part entière. Qui écrivent des trucs très drôles et farfelus, et aussi poignants parfois, parce que c'est pas toujours sur le registre de l'humour. Voilà, très chouette concert. Et ben franchement cool. Du coup, je vais juste faire un petit récap de cet épisode 56. Donc Eva nous a parlé de sa première fois au Japon, Hailey de Abbott Elementary, qui est créé par Kinta Brunson, et Julie nous a parlé du coup de Sister with Transistor, qui est du coup raconté par Laurie Anderson et dispo sur Arte.
Je vais juste, avant de clôturer, faire un petit rappel à nos auditeurs. Le Contrecast fait du coup partie du vaisseau Hypersensas, comme toujours, une association qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien en description. C'est toujours très sympa d'avoir de nouvelles têtes parmi nos patronautes, d'accueillir des nouvelles personnes parmi notre grande famille qui est le VHS. C'est pas forcément des dons extrêmes dont on a besoin, c'est plutôt même 1 euro, c'est finalement pas grand chose et ça peut faire beaucoup de différence. Donc voilà, c'est je pense que parce qu'on vous aime et parce que il faut continuer de nous aimer, de nous supporter. Voilà, tout don est le bienvenu. Je vais juste faire un petit tour de table, comme d'habitude, pour prendre les réseaux sociaux de tout le monde, savoir où est-ce qu'on vous retrouve. Julie, où est-ce qu'on te retrouve ? Dans Whisperos, quand on reprend du service, je ne sais pas quand, sur VHS, également un podcast VHS. Sinon, je suis toujours pas sur Twitter. J'ai un Instagram où je poste des trucs moyennement intéressants. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur mon vélo. C'est très intéressant ton Instagram. On a toujours des trucs assez sympas. Aïli, où est-ce qu'on te retrouve ? Du coup, moins long. Mais il y a que, alors, anciennement Twitter, ça s'appelle X. Hello Ellie sur X. Et Eva ? Oui, sur X, Exav _. Parce que depuis que Jeanne Couscous a dit qu'il n'aimait pas tirer du bas, j'arrête pas de dire underscore. Voilà. Il a une influence sur moi. Ouais, Donc, voilà. Exav _T. Et sur Instagram, où je suis quand même plus active encore, Silly _Turtle et Evaventure maintenant. Donc ev.aventure avec un S à la fin. Voilà. Et un merci, merci. À Studio 17, oui, exactement, qui nous accueille ce soir oui, dans ce magnifique écrin. Très sympa. Qui est devenu un peu notre auberge à nous, finalement. Notre vaisseau par intérim. Notre vaisseau par intérim. Ouais. Par circonstance, parce qu'on a beaucoup de changements en cours. Mais oui, bien évidemment, Studio 17 et l'équipe de la Bonne Auberge pour nous accueillir pour les prochains podcasts jusqu'à qu'ils en aient marre de nous. C'est un peu le deal. Mais voilà, vous verrez de toute façon, je pense, quelques photos, que ce soit chez nous ou côté des autres podcasts VHS qui ont fait du teaser de photos des plateaux de la Bonne Auberge. Mais voilà, en tout cas, merci à eux. Comme d'habitude, vous retrouvez le CC un peu partout dans vos oreilles, dans toutes les plateformes type Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et autres. On n'a pas de blague 5 étoiles parce que John Couscous n'est pas là et qu'on reprend un peu cette rentrée de façon à l'arrache. Mais s'il était là, on serait autour de la table 5. Ouais, ok, c'est accepté, c'est dans les règles. Voilà, vous l'avez eu. On remerciera Heidi pour ça. Mais en tout cas, merci encore à toute l'équipe pour vos superbes chroniques. Toutes les infos, forcément, et références des sujets chroniqués seront en description de cet épisode. Merci encore pour cette nouvelle écoute de podcast. Et on vous dit au mois prochain. Bye bye. Salut. Fin de transmission.